Salut, c'est Megadriver16. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque nous allons aborder le futur jeu Tour de France 2015 qui est développé par Cyanide. Et pour ce faire, je vais être bien accompagné puisque on a au bout du fil Patatras qui travaille justement chez Cyanide et que je vais laisser se présenter lui-même. Bonjour Patatras. Bien, bonjour à tous, donc moi c'est Patatras, je suis game designer sur Tour de France depuis 4 ans maintenant. Et donc j'ai aussi travaillé un petit peu sur les pro cycling au début ou pendant les 2 premières années. Et là depuis 2 ans je suis exclusivement sur Tour de France, toute l'année, voilà. Ok, ben très bien. J'apporterai juste, avant d'entrer dans le vif du sujet, 2 petites précisions. À savoir que les images que vous voyez en fond, ce sont des images du Tour de France 2014, qu'il n'y ait pas de confusion. Le jeu Tour de France 2015 n'est pas sorti, Patatras va nous en parler dans quelques temps. Et la deuxième précision, c'est une petite mise en contexte, à savoir qu'avec Patatras, on s'est déjà rencontrés, puisque lors de ma journée de test sur le jeu Tour de France 2015, fin 2014, dans l'état d'avancement de développement dans lequel il était à l'époque, c'est Patatras qui m'avait accompagné lors de cette journée très sympathique dans les locaux de Cyanide. Donc voilà pour le contexte. Et ce que je vais proposer, c'est sur cette vidéo de procéder un peu par grands chapitres avec un premier qui sera le mode Tour de France où on abordera aussi les améliorations, graphisme, gameplay, etc. Un deuxième volet qui sera plus consacré au Pro Team et un troisième sur les autres éventuels modes de jeu que nous détaillera éventuellement Patatras. Avant de commencer donc avec le mode Tour de France, je voulais juste avoir quelques informations pratiques, si tu peux nous les donner Patatras, à savoir la date de sortie et les supports pour ce jeu Tour de France 2015. Alors a priori si tout se passe bien, le jeu sortira donc le 19 juin, c'est la date sur laquelle on est fixé. Je dirais que normalement on est dans les délais puisqu'à l'heure où je vous parle, on est en train de faire les versions et on est en train de les envoyer chez Sony et Microsoft pour validation, donc normalement au niveau du planning on est bien. Et donc il y aura une version PS4, PS3 et Xbox One. Et pas concrètement, mais contrairement à ce qui avait été dit, où il y aurait une version Xbox One seulement en téléchargement, on a eu la bonne nouvelle de la part de Focus où a priori sur Xbox One le jeu sortira aussi en boîte. Donc, pour tous ceux qui sont un petit peu allergiques au téléchargement, ils pourront se procurer le jeu en physique en magasin. Donc il n'y aura pas de différence entre PS3, PS4 et Xbox One. Tout le monde aura une version boîte. Contrairement à ce qui avait été annoncé il y a quelques mois. Mais il y aura également les versions téléchargement pour ceux qui aiment bien aussi dématérialiser. Alors, sur PS4 et PS3, je sais pas si elles seront disponibles le jour du lancement. Je sais pas s'il y a un petit délai. Là, je peux pas vous répondre à ce niveau-là. Ça, c'est Focus qui décide avec Sony si le jeu est disponible directement en Day One, en téléchargement. Alors sur Xbox One, je pense que tout sera en Day One, puisque c'était prévu comme ça à la base. D'accord. Voilà, là je ne peux pas certifier que le jeu sera en téléchargement dès Day One sur PS4 et PS3, mais il sera en boîte, ça c'est sûr. D'accord, ben, c'est une bonne nouvelle. Et tu peux nous dire pourquoi la 360 n'a pas été choisie? 2 raisons. La première raison, c'est qu'en termes de vente, c'est pas la plateforme leader. Donc, ça va aussi avec la seconde raison, c'est que faire 4 plateformes pour la taille de notre équipe, c'est juste impossible. En fait, on se limite à 3 parce que si on en fait 4, on va faire des choses pas terribles. On va être obligé de faire des choses trop vite. Et donc, on préfère se concentrer sur 3, ce qui est déjà assez compliqué pour nous à gérer. Et une quatrième, voilà, compte tenu de ces ventes, il a été décidé très tôt, enfin dès le début du développement, de ne pas se lancer sur une version 360. D'accord. Voilà. Et la PlayStation 3, Et ben, la PlayStation 3, elle résiste autant parce que elle se vend bien. Mais tu penses c'est que... tout simplement la raison, c'est qu'en termes de marché, elle a encore une certaine puissance. La PlayStation 3, elle a un parc bien installé. Donc en termes de vente, elle est beaucoup plus intéressante que la Xbox 360, pardon. Eh oui, surtout en France, oui. Donc c'est pour ça qu'elle résiste encore cette année. Bon ben ok, je te remercie pour ces précisions. Et puis on va pouvoir passer dans le vif du sujet avec le mode Tour de France.
Alors nous allons aborder le mode Tour de France qui constitue a priori encore un mode très important, le mode classique entre guillemets de ce jeu, et on abordera aussi lors de ce chapitre sur le mode Tour de France les aspects, comme je disais, amélioration et potentielles nouveautés en termes de graphisme, d'intelligence artificielle, de gameplay, etc. Donc Patatras, si tu veux bien nous parler de ce mode Tour de France. Eh bien, le mode Tour de France cette année, il y a des changements évidemment. Je dirais qu'il n'y a pas des changements sur la thématique de ce mode, puisqu'il consiste toujours à jouer de 1 à 21 étapes et essayer de remporter le Tour de France. Toujours un système de missions pour remporter des points, pour progresser dans le jeu. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'on a rajouté donc 3 modes de difficulté. Donc maintenant, il va y avoir un mode facile, un mode normal et un mode difficile. D'accord. Donc ça, c'était pour essayer parce qu'il y a eu pas mal de discussions sur les forums, sur des gens qui trouvaient le jeu trop facile, d'autres trop difficile. Donc on a essayé, on s'est dit, pour trouver un juste milieu, faut faire deux nouveaux modes. Donc le mode normal, ça va correspondre à ce que les joueurs ont connu depuis le début. Ça, on n'y a pas touché, il y aura toujours ce niveau par défaut. Ensuite, on a un mode donc, facile, où là, je vais y revenir un tout petit peu plus tard, parce que les mécaniques qu'on a mis en place sont liées à certaines nouveautés que je vais expliquer juste après. D'accord. Et pour le mode difficile, là, pareil, on a fait quelques petites différences pour rendre le jeu plus difficile, mais surtout, je pense, le jeu plus difficile pour les gens qui veulent gagner un Tour de France de 21 étapes. Oui, C'est-à-dire d'accord. qu'on s'est vraiment basé pour ceux qui veulent l'expérience la plus, comment dire, La plus la plus proche réaliste. de la réalité. C'est-à-dire que le but du mode difficile, c'est pas qu'il soit impossible, mais c'est que de gagner avec des coureurs plus faibles devienne impossible. D'accord, oui. C'est plus dans cet objectif-là, pour ceux qui recherchent vraiment des classements beaucoup plus réalistes, le mode difficile est pensé pour ça. Mais tu m'avais parlé d'ailleurs de, je crois, il me semble que tu m'avais parlé de l'utilisation des ravitaillements par les équipes adverses. Voilà, en fait, c'est quelque chose que les adversaires ne faisaient pas. Donc là, en mode difficile, ils vont se ravitailler aussi. Donc ce qui fait que l'avantage du joueur sera un petit peu gommé. De la même manière, le joueur en mode normal, il peut se mettre en position aérodynamique. Et là, l'IA, elle le fera de manière aussi optimale que le joueur. Donc ce qui fait que dans les descentes où on pouvait se mettre en position aérodynamique, aller vite et récupérer de l'énergie, l'IA le fera aussi. Donc oui, d'accord. on a gommé en fait les différences qu'il pouvait y avoir avec le joueur. Ce que le joueur était capable de faire, mais pas l'IA. En mode difficile, l'IA elle le fera aussi. Ah, ok. Donc le jeu est plus difficile, et une des mécaniques aussi qui va rendre l'expérience plus difficile, c'est que cette année on a revu ce qu'on appelle la récupération. Donc c'est l'énergie qu'on redonne entre 2 étapes, Ouais. qui anciennement était très compliqué, pas présenté aux joueurs. Maintenant c'est quelque chose à part entière qu'on montre concrètement aux joueurs. Et en mode difficile, il faudra vraiment bien gérer cet aspect-là, sous peine d'être content de gagner une étape, d'avoir pris 2 minutes, mais le lendemain de le payer très cher en fait, parce que les efforts compteront beaucoup plus. Et tu m'avais parlé que des dans le états mode de... facile ou dans le mode normal. Tu m'avais parlé des états de forme d'ailleurs, je crois, l'introduction d'états de forme. Donc voilà, ça c'est une nouveauté de l'année. Donc on aura 5 états de forme qui vont de méforme, pas en forme, normale, en forme et forme exceptionnelle. Donc ils vont introduire des différences de performance par rapport à un état normal. Et donc il faudra s'adapter en fonction de son tour, puisque les notes ne seront pas définies par étape. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer un tour, on arrive à l'Alpe d'Huez, on a une forme exceptionnelle, donc c'est cool, on va pouvoir en profiter pour essayer de mettre, soit de passer à l'offensive ou de mettre un petit peu le boxon dans le peloton. Mais par contre, si on a une forme négative, là on va peut-être plus jouer la défensive et plutôt essayer de suivre. Et donc l'objectif c'est vraiment que les parties soient différentes, que le joueur soit obligé de s'adapter à la forme qu'il va avoir. Et donc justement de ne pas vivre 2 fois le même tour, et de sortir un petit peu du côté rigide qu'on pouvait avoir dans les anciens opus. Et les états de forme, ils seront présents sur tous les niveaux de difficulté? Alors, ils seront présents dans tous les niveaux de difficulté. La différence qu'il va y avoir en mode facile, c'est que l'équipe du joueur, elle sera toujours avec des formes positives. D'accord. Alors que l'IA, elle aura des formes plutôt qui ont tendance à être négatives. Ah, je vois. Donc le joueur partira toujours avec un petit avantage. On a joué là-dessus parce que pour le mode facile, on n'a pas voulu jouer sur l'IA. L'IA, elle est la même pour les 3 modes de jeu. Ouais. Parce qu'en fait, on ne veut pas que le joueur qui joue en facile, ce qu'il a
tu évoques les échappées, j'ai pu voir sur les différents forums et le constater, puisque je joue depuis l'édition 2012, beaucoup de gens reprochaient un petit peu cette année que les échappées, en étape de plaine en tout cas, n'allaient quasiment jamais au bout, alors sur le 2013 c'était quand même assez régulier si on la gérait bien. Là vous avez fait quelque chose de différence au niveau des échappées par rapport aux autres éditions? On a travaillé sur les échappées, mais plus pour le côté de pouvoir s'échapper. D'accord. Pas forcément sur le côté aller au bout. Normalement, on arrive sur des réglages, nous en interne, où il est possible d'aller au bout. Après, c'est assez dépendant de la volonté du peloton. C'est vrai que le joueur, c'est quelque chose d'assez aléatoire, en fait. Un peu comme en vrai, en fait. On n'a pas la main, en fait, pour décider du sort. C'est plutôt le peloton, en fait, qui va décider si oui ou non. Il laisse partir l'échappée, oui. Voilà, il laisse partir. Enfin, laisse se développer, oui. La nouveauté de cette année, elle est plutôt liée à la forme du jour, c'est-à-dire que si vous avez des sprinteurs qui sont tous dans une forme du jour exceptionnelle, il y a très peu de chances pour que l'échappée aille au bout parce qu'ils vont faire rouler leurs équipiers. Alors que par contre, si tous les sprinteurs ils ne se sentent pas super bien, là l'échappée, il y a plus de chances qu'elle aille au bout. Parce qu'ils vont peut-être moins vouloir faire rouler leurs équipiers parce qu'ils ne sont pas dans une super forme. Donc c'est là-dessus qu'on joue. Avant, c'était quand même assez aléatoire, c'était plutôt du random. Alors que maintenant, on a vraiment quelque chose sur lequel se baser. Là, ça, le joueur ne le sait pas en course, par contre. Mais nous, maintenant, on a quelque chose de plus tangible pour gérer ce phénomène. Ok. Je voulais te poser une question qui revenait aussi sur vous, sur d'autres forums d'ailleurs. L'échelle, c'est toujours un cinquième, tu confirmes? L'échelle, c'est toujours un cinquième, et je sais qu'il y a beaucoup de discussions, notamment sur nos forums officiels, où il y a des joueurs qui apprécient énormément l'échelle 1,5 du premier et du deuxième opus, il me semble, mais pour des raisons de production, c'est totalement impossible pour nous maintenant de revenir en arrière. Et même d'un point de vue design du jeu, je trouve, nous en interne, les sections, on pense que c'est une très mauvaise chose. Et l'échelle 1,5 est forcément synonyme de section. Si on fait du 1,5, on sera obligé de mettre des sections, on ne pourra jamais produire toutes les étapes en entier, c'est irréalisable. Il faudrait que l'équipe elle presque quadruple de taille, je pense. Donc c'est vraiment inenvisageable. Ah ben moi ça me va bien. Oui, bah après voilà, mais je pense que c'est subjectif. On pourrait faire un jeu en demi, la preuve, il y en a eu un, ça a marché, ça a plu à certaines personnes. Mais je pense que quand même c'est une minorité, et en règle générale, on a plutôt une tendance où un cinquième, c'est un bon compromis pour pouvoir avoir des sensations correctes et pas y passer sa vie en fait. Même si on doit lancer le sprint à 1 km de l'arrivée. Mais il faut voilà, s'y faire. C'est des concessions, mais je pense que quand on y joue, on s'y habitue. Et après, voilà, bon, c'est 1 km, je suis totalement d'accord que c'est pas réaliste, mais... non, mais... Après, bon, bah, voilà, s'il faut faire une étape, jouer pendant 3 heures pour arriver à faire 2 étapes, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a ce temps, en fait, pour jouer et pour finir un tour de 21 étapes, ce serait très très long. Et je suis d'accord. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport aux effectifs, est-ce que le système des notations un petit peu, et en particulier des coureurs qui ont fait des exploits récemment, comme des coureurs français en particulier, à la Philippe, Sénéchal, qui ont bien marché, comment vous avez géré un petit peu au niveau des notations, et est-ce qu'il y a une mise à jour des stats de prévus, ce qui n'avait pas été le cas sur le 2014? Alors, quand tu parles de mise à jour, excuse-moi, je te tutoie. Oui, bien sûr. On fait comme ça. Au niveau des notations... Oui, les notations des coureurs, et puis sur les anciens opus, il y avait un DLC qui sortait en courant d'année avec la mise à jour des stats. Le DLC n'a pas été fait l'année dernière. J'ai pas de raison officielle, parce qu'en fait, on pensait le faire, ça s'est pas fait. On est très vite reparti sur le Tour de France 2015. Et justement, sur le 2015, vous avez prévu quoi? On savait qu'on ferait pas de DLC course, ça avait été acté assez tôt. Et au final, la mise à jour, je pense qu'il y a peut-être une incompréhension, c'est qu'elle faisait partie des DLC, la mise à jour, et en fait, on l'a pas fait. Et c'est après coup, on s'est dit, on l'a pas fait. En fait, il y a eu un petit micmac de ce côté-là. Pour l'année prochaine, pour 2015, je sais pas si on en fera une, je ne promets rien. Mais c'est juste que l'année dernière, il y a eu une sorte de flottement, et puis après, on a commencé le développement du 2015, et c'était en quelque sorte trop tard. Mais pour les effectifs de base du 2015, vous vous êtes basé sur quoi? Pour le 2015, alors moi j'ai fait un gros travail cet été justement pour remettre tout à jour. Sachant que là, la DB qui va être livrée dans le jeu,
les notations ont été terminées après Liège-Bastogne-Liège. On n'a pas pris en compte, par exemple, le Tour de Romandie, donc la victoire de Zacharine. Zacharine ne sera pas au niveau qu'il a pu avoir sur le Tour de Romandie. D'accord. Et donc, par contre, Alaphilippe a bien été pris en compte. Sénéchal aussi. Sénéchal, l'année dernière, j'ai vu qu'il y avait vraiment une grosse erreur, c'est-à-dire que l'année dernière, il n'a pas du tout été mis à jour, puisqu'il était à 55 partout, il me semble. Enfin, dans toutes ses notes, il avait 55, donc ça, c'est typiquement le cas d'un coureur qu'on a oublié, mais à coup de pas. On n'a pas fait le nécessaire sur ce coureur-là. Parce que ce qu'il faut savoir, donc, comment ça fonctionne, c'est on est 3 ou 4 à peu près dans l'équipe, où on discute des coureurs, des notes, et ça se fait avec des gens de Pro Cycling Manager. Et après, nous, on a quelques petites spécificités qui font que Pro Cycling et Tour de France n'ont pas les mêmes notes. C'est que nous, on se base quand même avec l'objectif que c'est les performances des coureurs sur le Tour de France. Oui, je vois. Par exemple, Pro Cycling Manager, ils ont un cas concret, par exemple, c'est Nibali est plus fort en pavé, il me semble, dans le Tour de France, par rapport à ce qu'il a fait sur le Tour de France, que dans Pro Cycling Manager, parce que Pro Cycling Manager, on sait que sur Paris-Roubaix, il fera rien, donc il ne faut pas que Nibali non plus se mette à pouvoir gagner Paris-Roubaix, par exemple, sur Pro Cycling Manager. Donc c'est des différences entre les deux jeux. Après, comment est-ce qu'on évalue les coureurs? C'est pas mal à force de simulation, on simule des courses, on voit les résultats, et on voit, tiens, par exemple, Alaphilippe, pourquoi est-ce qu'il fait des résultats qui sont pas à la hauteur? Peut-être parce que, ah oui, en fait, en vallon, il lui manque peut-être un petit point pour arriver à rivaliser avec les meilleurs, ce genre de choses, en fait. Après, voilà, on regarde les résultats qu'on a, et on essaye de voir ce qui peut être amélioré ou pourquoi les résultats sont pas forcément comme ceux de la réalité, en fait. Et en ce qui concerne les effectifs des titulaires qu'on aura sur le Tour de France, est-ce qu'on aura la main dessus sur notre équipe, pas seulement notre équipe Alors en fait, comme je disais, comme c'est terminé très tôt, après Liège-Bastogne-Liège, on ne peut pas se baser sur les listes officielles. Donc le parti pris qu'on a eu en interne, c'est de mettre les meilleurs coureurs. D'accord, comme sur Tour de France 2014, à l'exception Voilà. de Quintana, vous saviez depuis le début qu'il n'était pas présent. Disons que ce qui s'est passé sur les anciens Tours de France avant 2014, c'est qu'on terminait le jeu beaucoup plus tard, ce qui provoquait pas mal de problèmes parce qu'on était vraiment dans un gros rush à la fin, donc ça permettait de faire des ajustements par rapport aux autres des équipes qui disaient lui fera pas le tour, un tel et tel, donc on avait une petite marge. Mais cette marge-là, elle n'existe plus malheureusement pour l'ADB, mais heureusement pour nous parce que ça nous permet de faire un jeu qui est quand même un peu mieux fini. On essaie d'améliorer tous les ans la finition et tout ce qui est bug. Et donc les dates de finition sont maintenant beaucoup plus tôt. Et donc l'ADB, elle est arrêtée. Je pense que sur les dernières éditions, avant 2014, l'ADB, on l'a modifié quasiment jusqu'à la fin presque la fin du Tour d'Italie. Ah oui. Pour donner un ordre d'idée. Alors que maintenant, on l'arrête après Liège-Bastogne-Liège. Et à quel point on aura la main sur nous-mêmes dans le jeu, modifier les titulaires des équipes? Ah, ce sera que pour notre équipe. Là, on n'a pas changé le fonctionnement. D'accord. Ça n'a pas bougé. Après, je voulais aborder, juste pour finir ce mode de jeu Tour de France, les licences alors des équipes, vous en êtes où? Est-ce qu'on aura de bonnes surprises du genre la BMC en rouge, etc. Eh bien, je vais pas faire de fausses joies. Il n'y a pas de surprise spéciale, sauf une qui est plutôt mauvaise puisqu'il y a une équipe où on n'a pas réussi à avoir la licence. Il s'agit de Robcar. On n'a pas eu de réponse tout simplement. C'est-à-dire qu'au niveau processus, on a la licence avec la IGCP, c'est eux qui gèrent en partie pour faire simple, qui gèrent les droits des équipes. On traite avec eux pour pouvoir utiliser les équipes et après on doit traiter avec chaque équipe. D'accord. BMC c'est simple, on leur envoie le même formulaire qu'à toutes les équipes pour savoir si on peut utiliser leur maillot, leur nom et le nom des coureurs. On n'a pas de réponse, ils ne nous répondent même pas. Et cette année, on a le même cas avec Europcar où on n'a pas eu de réponse du tout. Donc, quand on n'a pas de réponse, on peut pas utiliser. Donc là, le seul espoir qu'on ait, c'est que Europcar nous réponde dans les semaines qui viennent. Et on essaiera de faire quelque chose pour remettre le maillot et tout. Parce qu'après, comme je disais, comme aujourd'hui même, on est en train de faire les masters, donc les versions finales du jeu, c'est un peu compliqué de revenir en arrière. Mais comme c'est des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, si vraiment pour une équipe, je pense qu'on essaierait de faire le maximum pour rechanger les données.
Mais là, à l'heure actuelle, c'est pour nous, en interne, la mauvaise nouvelle. On a vraiment attendu le dernier moment. On les a enlevés du jeu hier. Jusqu'à Et hier, on espérait une réponse, ils nous ont toujours répondu. Cette année, ils nous ont pas répondu, je sais pas pourquoi. On n'arrive pas à avoir de contact, on les a contactés par mail, par téléphone, par fax, on n'y arrive pas. Donc voilà, je sais que nous on est déçus, je sais que les joueurs vont être déçus. Mais en l'état actuel des choses, ils seront présents quand même comme la BMC, avec un maillot fictif? Voilà, de la même manière, par contre, il y aura une équipe et on pourra renommer les coureurs. Pour ceux qui D'accord. veulent renommer les coureurs et avoir les vrais noms, ils peuvent renommer les coureurs. Ok. Mais oui, non, on est hyper déçus. Disons que ça fait très longtemps qu'on travaille avec eux, on n'a jamais eu de soucis comme ça. Alors après, ils ont peut-être des problèmes en interne, hein, je leur jette pas la pierre, peut-être qu'ils ont des raisons de leur côté, mais autant BMC, on va dire, ils nous snobent, ça on le sait depuis longtemps en fait, mais Europcar, c'est très étonnant de leur part, donc voilà, c'est À un suivre. petit peu le petit souci D'accord. à suivre. Voilà. Donc, et s'ils nous entendent, répondez-nous vite, on pourra peut-être faire quelque chose. D'accord, à bon entendeur, effectivement. Voilà. Alors, Patatras, concernant un petit peu, si tu peux nous parler de certaines améliorations graphiques éventuelles qu'il y aura eu en termes de décor, d'animation. Je t'avais déjà dit que les animations, j'en trouvais certaines un peu bizarres, du genre des sprints en montagne, etc. Que peux-tu nous dire sur les améliorations graphiques? Alors, d'un point de vue graphique, bon, il faut tout de suite distinguer la PS3 des autres plateformes. La PS3, on n'a pas fait d'efforts supplémentaires. Les améliorations graphiques, elles concernent surtout la next-gen, où on s'est surtout concentré sur l'ambiance cette année. On a refait toute la foule en montagne pour vraiment avoir une foule qui s'avance sur la route Ah, comme sur le 2012 un peu, ouais. et qui s'écarte sur notre passage. On a aussi travaillé on a rajouté quelques petits détails qui manquaient, comme les dossards pour les versions next-gen. Ouais. On a aussi les noms sur la route, les tags, qui rajoutent pas mal de choses au niveau ambiance. Donc quand on est en montagne, on peut voir les noms inscrits sur la route. Et sinon, en termes d'animation, il n'y a pas eu de refonte majeure. On a pris les retours, par exemple le retour que tu évoquais sur les attaques, les animes un peu bizarres. On a modifié quelques animes, on en a rajouté quelques nouvelles. On a fait quelques réglages pour que certaines qui se déclenchaient dans des conditions pas terribles, que ça passe mieux en fait. Mais il n'y a pas une grosse refonte du système d'animation. C'est plutôt du réglage. D'accord. Et en ce qui concerne les maillots nationaux, non, on peut pas, hein, pour des contraintes de temps. Juste contrainte de temps parce que comme je disais, là, le jeu est terminé. Donc si on met les maillots nationaux, ce sera les maillots nationaux de l'année dernière. Et donc on sera plus raccord avec les maillots nationaux au moment où le Tour de France sera lancé. C'est vraiment une question de timing. Effectivement. Après, un petit détail sur le 2012, et je sais que je ne suis pas le seul à penser, il y avait pour les maillots distinctifs certaines équipes qui avaient un short assorti au haut. Pour le maillot à pois, c'était sympathique, ou maillot jaune ou maillot vert. Bref, est-ce que ça c'est revenu ou il n'y a que le haut qui change pour les maillots distinctifs? Non, en fait, il y aura que le haut, il n'y aura pas les cuissards assortis. Disons que c'était pas une feature, c'est qu'il y avait des maillots qui avaient été créés comme ça avec le cuissard directement par la communauté. Et là, on ne fait pas la demande de ces maillots-là pour le moment parce qu'ils ne sont pas officiels et comme c'est à la discrétion des équipes de faire ces cuissards ou non, Ouais, on s'est concentré de rester sur l'officiel avec les cuissards officiels et les maillots officiels. d'accord. Bon, c'est dommage, il y a quelques couleurs qui s'assortissent mal, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Oui, je suis d'accord, il y avait certaines choses qui étaient plus jolies avec le cuissard assorti. En ce qui concerne maintenant le gameplay, une question bien importante et qui va de pair avec le niveau de difficulté entre guillemets, est-ce que tu étais pas sans savoir que quand on mettait l'oreillette en pleine descente, ça nous permettait de passer des virages à fond la caisse et ça pouvait fausser un peu des résultats. Moi c'est comme ça aussi que j'ai pu gagner certains tours avec des outsiders très mal notés. Eh bien, c'est corrigé. Tout simplement, il sera plus possible d'utiliser l'oreillette dans les virages. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais disons que c'est vrai que quand tu es passé dans nos locaux, on a pu en discuter et on ne pensait pas que c'était autant exploité par les joueurs. Alors je Donc, ne veux pas parler au nom des autres, mais mais donc du coup maintenant quand on sera dans une zone où la trajectoire est rouge, on ne pourra pas ouvrir l'oreillette. d'accord. Donc c'est aussi simple que ça sera indiqué dans l'interface
autre petit truc et astuce qu'on a découvert, et là je sais que je ne suis pas le seul à l'utiliser, c'est pour les sprints massifs qui ont souvent été délicats à gérer, hein, que ce soit sur le 2012, 2013, 2014. Là, sur le 2014, on avait la possibilité d'utiliser un ravitaillement vert ou rouge dans le final, à 2 km de l'arrivée. Et là, on pouvait cramer complètement toutes nos barres. C'est pas grave, tant que le ravitaillement faisait effet, on avait de la puissance et on se retrouvait à pouvoir gagner des sprints avec des 72, 73 en sprint, quoi. Et donc là, c'est pareil, ça a été corrigé aussi. Quand on prend un ravitaillement, maintenant, on ne peut plus attaquer tout simplement. Ah d'accord. Donc les ravitaillements, il y aura des nouveaux ravitaillements cette année. Ils sont un petit peu différents, donc il faudra les redécouvrir. Mais voilà, maintenant, quand un coureur se ravitaille, il met la main à la poche, donc il s'assoit sur la selle et donc il ne peut pas attaquer, tout simplement. Et on peut quand même gagner des sprints, parce que moi j'avais du mal sur le 2012 et le 2013. Alors, on peut toujours gagner des sprints, enfin nous il n'y a pas de souci pour en gagner. Après c'est vrai que pour les gens qui ont du mal, ça va peut-être les handicaper un petit peu plus parce que ça rend le jeu un petit peu plus difficile, je te l'accorde. Et les Mais trajets, je pense que tu vas trouver un power-up qui devrait arriver quand même à t'aider. d'accord. On l'avait évoqué aussi lors de la journée de playtest et j'avais vu que ça avait été amélioré. Souvent dans les fins d'étapes sinueuses et où on arrive massivement pour un sprint, j'arrêtais pas de me cogner contre les barrières avec la gestion des trajectoires et j'ai cru avoir vu pendant la journée de test que ça avait été amélioré aussi. Alors on a fait beaucoup de travail dessus, ça a été amélioré, mais pas autant qu'on le voudrait, autant être honnête. Il y a encore, je pense, des gens qui vont pas forcément être satisfaits. Par contre, on a vraiment fait le maximum, mais il y a vraiment des choses très complexes à mettre en place. On a amélioré les choses. Je pense que c'est mieux que l'an dernier. On a moins de problèmes on ne se fait pas éjecter comme avant. En fait, on arrive à peu près à suivre les coureurs, mais c'est vrai que des fois, l'IA a tendance à arriver à couper un tout petit peu mieux que nous les virages. D'accord. Ce qui provoque un petit décalage, mais ça n'empêche pas de suivre et d'être dans le peloton. Bon, on verra sur place effectivement. Sinon, je voulais aussi évoquer le problème, entre guillemets, dont je t'avais déjà fait part lors de la journée de playtest, de la gestion des coéquipiers, en particulier quand on leur demande de nous protéger. J'avais trouvé que sur 2014, ils avaient tendance limite à nous gêner, à nous freiner par moments. Qu'avez-vous pu faire sur ce point-là? Eh bien ça, on a bien entendu ta requête, mais par contre on n'a pas réussi à le corriger, parce que tout simplement c'est un problème beaucoup plus profond de placement de coureurs. Comment faire simple? C'est-à-dire que le placement des coureurs dans le peloton, il est régi par certaines règles. Et toucher à ça, ça pose pas mal de soucis parce que le placement, c'est quelque chose d'important dans le vélo. Et dès qu'on touche à ça, sur les coureurs qui remontent et les coureurs qui laissent passer, eh bien ça provoque des bugs des fois beaucoup plus profonds. Et donc là, je dirais que c'est un problème qu'il faut qu'on aborde dès le début du développement du prochain. Quand tu nous as fait ces retours-là lors du playtest, c'était déjà un poil tard en fait, et on n'a pas pu faire de grands changements. Et donc au final non, on n'a pas fait de grands changements, on n'a rien fait du tout, puisque ça remettait en cause beaucoup de choses, on n'avait pas les délais nécessaires pour être sûr que ça marche. Mais c'est dans les cartons. C'est dans les cartons, enfin le truc est bien noté, enfin ça y a pas de souci, et je le reconnais moi-même quand j'utilise la protection, quand je joue des fois, et je me dis mais j'aimerais bien que tu te pousses. Mais voilà, c'est pas si simple que ça à corriger, c'est toutes ces questions de placement, voilà, c'est vraiment pas évident. Je comprends. Et justement, pour ce qu'on parlait de la protection, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gestion de l'oreillette sur cette édition 2015? La gestion de l'oreillette n'a pas du tout été une priorité cette année. On n'a pas fait de changement. Ce sera les mêmes ordres, le même fonctionnement avec une oreillette circulaire. D'un point de vue ergonomique, le focus qu'on a eu a plutôt été sur ressortir les informations pour le joueur. C'est-à-dire qu'on a mis en place une nouvelle interface qu'on appelle, en français on l'a appelé course info, qui permet d'avoir qui est échappé, qui prend des relais, quelle est la position de ce coureur-là au classement général. On trouvait que c'était des fois difficile de prendre des décisions parce qu'on avait du mal à aller trouver l'information, ou alors il fallait se souvenir du classement au départ, c'était un petit peu compliqué. Donc là on a plus travaillé là-dessus cette année pour que le joueur à tout moment il puisse avoir dans l'échappée le plus dangereux c'est lui pour le maillot à pois, pour le maillot vert, pour le maillot jaune. Toutes ces informations-là qui étaient un petit peu diffuses ou pas disponibles avant, maintenant on les a en permanence. Et on a plus travaillé sur ce côté-là et on peut l'utiliser en même temps que la Teamcom. Mais on peut ouvrir la Teamcom, la course dans un moment de calme, on ouvre la Teamcom, on peut analyser le classement et voir ce qui se passe et savoir si on doit rouler, attaquer ou pas.
Eh bien ok, mais effectivement j'avais pu le constater de visu lors de la journée de playtest. Et du coup, on a rajouté aussi les distances au sprint intermédiaire. D'accord, et justement, Donc on les a pas rajoutés l'année dernière, il y a eu un bug a priori qui touchait la version PlayStation 4 où on est passé à travers, on n'a toujours pas trouvé pourquoi. C'était vraiment un bug pur et dur et c'était pas une feature de l'avoir enlevé, c'était vraiment un bug qui nous a échappé. Et on se pose encore la question de comment il nous a échappé puisqu'il est tellement visible que voilà. ouais, je m'en rappelle. Eh bien, justement, dernier point sur ce mode de jeu classique du Tour de France, est-ce que ça va plus batailler, on en avait déjà parlé, pour le classement grimpeur et le classement maillot vert, les sprints intermédiaires Alors là, sur le classement maillot vert, on a travaillé sur le fait qu'il soit impossible maintenant d'attaquer avant un sprint intermédiaire pour aller choper les points avant les sprinteurs. Ouais. Pour rendre le classement plus cohérent. On a travaillé aussi pas mal sur le classement de la montagne pour que les coureurs qui sont intéressés par le classement, ils tentent de s'échapper et de prendre la botte sur l'étape de montagne. On est super satisfait du résultat. Par contre, avec le Tour de France 2015, le parcours officiel du Tour de France 2015, ça devient très difficile quand même pour un non-favori de gagner le maillot à points. On s'est rendu compte que la répartition des points du Tour de France fait que, avec les points doublés aux arrivées au sommet, les favoris, comme ils se battent pour le maillot jaune, en général, ils laissent très peu d'opportunités aux baroudeurs d'aller au bout. Et donc, c'est vraiment, vraiment costaud d'aller chercher le maillot à pois cette année, quoi. D'accord. Eh bien, on va voir ça, je suis impatient. Enfin, costaud d'aller chercher avec un baroudeur, quoi. Je vois. Nous allons aborder maintenant le mode Pro Team, un mode qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai bien apprécié sur le 2014 et qui malheureusement comportait quelques bugs, mais c'était une première. Patatras, que peux-tu nous dire sur ce nouveau mode Pro Team du 2015 ? Eh bien, on a beaucoup travaillé dessus parce que c'est un mode qui, nous aussi, nous tient à cœur et on pense qu'il y a de l'avenir pour le jeu. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est essayer de le rallonger en fait ce mode, parce qu'on trouvait que c'était un petit peu embêtant de toujours faire le Tour de France. Et donc, on a rajouté des étapes. Et comme maintenant on sort que sur du Blu-ray, enfin sur du support Blu-ray, on n'est plus limité par la taille du DVD, donc on a pu mettre le maximum d'étapes qu'on pouvait. Et donc, par exemple, sur PlayStation 4, le Blu-ray, il est blindé, on doit être à 25 Go ou quelque chose comme ça. Et donc, au total, on a pu rajouter le Critérium international, ce qui représente 3 étapes, le Dauphiné, qui représente 7 étapes, si je ne me trompe pas, plus le Tour de France. Donc, ce qui nous fait une saison quand même à près de 30 étapes, ce qui est quand même déjà plus long. Et la nouveauté en plus, c'est que quand on recommence une saison, on ne joue pas forcément les mêmes étapes. Donc alors là, je vais essayer d'être clair, c'est que quand on joue sa première saison, on va dire, on fait l'étape 1 du Critérium. Et par contre, quand on va jouer la deuxième saison, comme on a déjà joué l'étape 1 du Critérium, on jouera une variante. C'est-à-dire qu'au lieu de faire Conca-Bastia, on fera une autre étape qui s'appellera, je sais pas, Porto Vecchio-Bastia. On a repioché dans notre base de données d'étapes qu'on avait créées pour avoir une variante. Donc dans le jeu, on retrouvera donc des étapes, des DLC qui sont sortis en 2013, ainsi que les étapes du Tour de France 2014. D'accord, ouais. Donc la première année où on jouera le Tour de France 2015, et l'année d'après, par contre, on reviendra sur le Tour de France 2014. Et la troisième saison, on fera un random, c'est-à-dire que ce sera un mélange entre des étapes du Tour 2015 et du Tour 2014, de sorte à ce que tous les ans, on ait des parcours différents. D'accord. Donc à chaque saison, c'est pour varier un peu les plaisirs, pour faire en sorte que les Tours de France soient pas tout le temps les mêmes. Et donc ce qui se produit, que des fois, il y aura des Tours de France qui seront un peu plus montagneux ou des fois un peu plus plats. Ça dépendra du random en fait. Il y a une chance sur deux pour qu'une étape sorte. Et donc, par exemple, ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait 2 étapes de pavés, l'une après l'autre. C'est quelque chose qui n'est pas censé arriver en vrai, enfin que le Tour de France n'a jamais fait, mais qui pourrait arriver en jeu. Donc ça c'est juste de l'aléatoire. Ça, on ne le maîtrise pas. À chaque saison, on fait un nouveau calendrier. Et donc ça, je pense qu'il y aura des trucs sympas qu'on voit pas forcément en vrai et
si je récapitule, si j'ai bien compris, pour le Pro Team, une saison sera constituée d'une part du Critérium International, d'autre part du Dauphiné et également en troisième course du Tour de France. Voilà, c'est ça, mais ça se mérite. Parce que quand vous allez commencer la première saison, vous participez au Critérium International, mais par contre, si les résultats ne sont pas suffisants, vous ne serez pas invité au Dauphiné. D'accord, oui. Ça veut dire qu'il faudra refaire le Critérium, faire des meilleurs résultats, soit en étant meilleur, soit en ayant acheté des coureurs un peu meilleurs aussi. Et donc là, si dans le Critérium on arrive à faire des bons résultats, on est invité au Dauphiné. Si on fait des bons résultats au Dauphiné, on est invité au Tour de France. Et une fois que les courses sont débloquées, elles sont débloquées tout le temps en fait. C'est juste pour s'assurer qu'on n'arrive pas aussi sur le Tour de France avec une équipe trop faible. Et de faire 21 étapes et être lâché toutes les étapes, c'était pas forcément très fun au début. Donc on s'est dit, là, on va mettre une petite mécanique en place pour faire en sorte que le joueur il arrive sur le Tour de France avec une équipe où il peut quand même faire des échappées quand même. Faut quand même qu'on puisse se faire plaisir et pas tout le temps subir la course. Est-ce qu'il y aura les niveaux de difficulté pour ce Pro Team? De la même manière, il y aura les niveaux de difficulté. En facile, on part avec une équipe qui est un petit peu meilleure de base. Et après, les mécaniques sont les mêmes pour la forme du jour. Pour la récupération, c'est comme pour le mode Tour de France. Et justement, tu parles des équipes. L'année dernière avait été plus ou moins reproché. Les doublons, quand on achetait quelqu'un dans une équipe, ils ne disparaissaient pas de l'effectif. Oui, tout à fait. Ça s'est corrigé maintenant quand on va acheter au hasard. J'ai que des coureurs qui ont dont on n'a pas la licence qui me viennent en tête. Par exemple, quand on va acheter Contador, lui on a la licence, eh bien il disparaît de Saxo et il est dans notre équipe et il n'y a pas un deuxième Contador face à nous. D'accord. Et justement, si on pouvait nommer ça un petit peu un bug, entre guillemets, mais bien que ce soit un choix, je crois, l'année dernière, même si vous êtes revenu dessus, concernant d'autres bugs qu'on avait pu constater, du genre le Pro Team, sur certaines saisons, nous proposait des objectifs irréalisables, par exemple d'avoir avec deux coureurs différents le maillot à pois, ce genre de choses. Vous avez pu revoir un petit peu ces bugs d'objectifs? Alors, oui, on les a complètement revus puisqu'on a supprimé ce système d'objectifs. Là, pour gagner de l'argent, ça va se faire avec une grille de prix, comme une course classique. Au début de chaque épreuve, on vous présente la grille de prix. Par exemple, le critérium, alors les chiffres sont fictifs, je ne les ai plus en tête. Gagner le général, on gagne 10 000 euros jusqu'à la 10e place. Gagner une étape, c'est 5 000 euros. Et les classements annexes, c'est 5 000 euros aussi peut-être. Et après, sur le Dauphiné, les gains sont plus importants, sur le Tour de France aussi. Et c'est juste en faisant du résultat. Il n'y a pas d'objectif lié à des coureurs. D'accord. Et en termes d'effectifs, justement, comme on parle du Dauphiné et du Critérium, j'avais lu une question qui était pertinente à ce propos-là. Les équipes seront les mêmes que... Est-ce qu'il y aura des équipes supplémentaires pour ces courses-là, comme dans la réalité? Non, on est toujours avec les mêmes équipes du Tour de France. La différence, en revanche, c'est que quand on fait le Critérium, on ne va pas se battre contre Contador, parce que Contador, le Critérium, en règle générale, il ne le fait pas. Je ne sais même pas s'il a déjà participé au Critérium international. Donc on va avoir des équipes plus faibles sur le Critérium. Par contre, quand on va arriver sur le Dauphiné, là, on va commencer à avoir quelques leaders. Et sur le Tour de France, on aura les meilleurs coureurs qui seront présents. Et toujours pas de classique, hein, tu viens de répondre à la question. Toujours pas. Je sais que beaucoup de joueurs les demandent. Pour l'instant, pas de classique parce que ça cadre mal pour l'instant avec ce qu'est le jeu, avec ce qu'est notre IA, puisque c'est le jeu avant tout pensé pour de la course par étape. Et on a pu nous le tester en local, on a fait... Et oui, nous on a pu jouer à Paris-Roubaix en mode tour on a pu faire du Paris-Roubaix en interne et c'était pas forcément super fun. Il y a du travail à faire, disons que c'est pas aussi simple que ça. Le principal problème, c'est que par exemple, Paris-Roubaix fait 250 km et il n'y a que 50 km d'intéressant et que ça se passe toujours un petit peu de la même manière. Donc, à moins de prendre un Tom Boonen ou un Fabian Cancellara, la course se déroule toujours de la même manière et au final, c'était assez lassant. Donc, on trouve que les courses par étapes, il y a beaucoup plus de rebondissements et des objectifs à long terme. Et donc, pour l'instant, on met le focus sur les courses à étapes. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne le fera jamais. C'est juste que pour l'instant, dans le terme des priorités, nous, les classiques sont juste un petit peu plus bas. Mais maintenant qu'on a bien amélioré le Pro Team, qu'on a mis du Critérium, qu'on a mis du Dauphiné, je pense qu'on va en discuter en interne. D'accord. Voilà. Eh bien,
justement, vu que les saisons se sont étoffées de 2 courses supplémentaires, est-ce que vous auriez mis en place une sorte de l'équivalent d'un classement UCI sur ces saisons? Alors, oui, je me suis posé la question de le faire. Le problème qui s'est posé assez rapidement, c'est que c'est quand même très orienté pour les coureurs de montagne, les courses qu'on propose. Et je trouvais pas ça forcément super fun qu'un coureur, qu'un sprinter ne puisse pas prendre part à ce classement en fait, hein. Parce que l'idée c'était d'avoir un classement UCI, c'est le meilleur coureur de l'année. Mais comme on propose que des courses de montagne, un mec qui est super fort en sprint ne pourra jamais accéder à ce classement-là en fait. Donc l'idée de ce classement-là, c'est une idée peut-être pour l'année prochaine, sans faire de promesses bien entendu, mais d'essayer d'y réfléchir, d'avoir un système de notation qui pénalise pas les sprinteurs, qui favorise pas trop les grimpeurs. Donc ça c'est un truc auquel on a pensé, qui n'est pas encore mûr. Voilà. Ouais, je ne vais pas en dire plus, mais c'est vrai qu'on y a pensé. Mais l'idée n'est pas encore mûre avec ce qu'on a fait cette année. D'accord. Est-ce que on pourra créer notre propre coureur, hein? Je pense avoir la réponse, mais je te pose quand même la question. Non, là pareil, c'est une question de priorité. Cette année, l'idée c'était d'améliorer le Pro Team, son contenu. Après, faire son propre coureur, c'est une autre feature qui prend du temps et ce sera peut-être pour l'année prochaine ou les années qui viennent. Je pense que c'est un mode que beaucoup de joueurs apprécieraient. C'est un mode qu'on retrouve dans toutes les simulations de sport maintenant, que ce soit FIFA ou les NBA 2K. Donc je pense que oui, c'est quelque chose d'intéressant. Après, on ne peut pas tout faire maintenant. Donc voilà. Je comprends. Dernier point sur ce mode Pro Team, l'introduction l'année dernière des légendes, hein, qui, moi j'avais trouvé ça très sympathique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Justement, je ne vais pas en dire plus, si ce n'est qu'il y en a plus. Mais je ne vais pas trop en dire parce que voilà, on va dire que l'année dernière c'était quelque chose de complètement caché, qu'on n'avait pas annoncé. Maintenant, les joueurs s'y attendent, donc on peut en parler. Je peux dire qu'on en a rajouté. J'ai pas la liste en tête, mais on a dû en rajouter une dizaine, je pense. Sympa. Mais par contre, après, on a changé un petit peu leur fonctionnement, donc je laisse planer le sujet. D'accord, mais en tout cas, vous avez reconduit le système des légendes, c'est déjà une information. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, on pourra toujours acheter ces coureurs légendaires, à la différence près qu'ils ne seront pas aussi puissants que l'année dernière. L'année dernière, c'était une volonté c'était la fin du jeu en quelque sorte, de se dire voilà, si on prend ces mecs-là, c'est pour tout exploser. Là, on a toujours 2 coureurs qui sont un petit peu au-dessus, mais il n'y a pas forcément que des coureurs qui sont super forts. D'accord. Ils sont un petit peu mieux intégrés avec la base de données du jeu qu'on fournit par défaut. Eh bien ok. Nous allons passer maintenant aux autres modes de jeu après le mode classique du Tour de France et le Pro Team qu'on vient d'évoquer. Patatras, est-ce qu'il y a d'autres modes de jeu dans le Tour de France 2015? Alors oui, cette année on a mis un nouveau mode de jeu qui s'appelle Descente. C'est un petit mode de jeu pour pas se prendre la tête en fait. C'est-à-dire que c'est des parties courtes, ça dure 3-4 minutes maximum, où ça consiste à descendre des cols le plus rapidement possible. Alors, on s'est rendu compte que les descentes de col c'était quelque chose au final quand même d'assez technique. Pour preuve, il y a beaucoup de gens apparemment qui utilisaient le cheat de la Teamcom, de l'oreillette, pour prendre les virages. Donc on s'est dit que ça pouvait être sympa justement d'avoir un mode spécial pour s'entraîner là-dessus. Donc au final il y a 10 descentes et qui sont de plus en plus difficiles et le but du jeu c'est de faire le meilleur temps, donc c'est très simple. C'est quelque chose qu'on avait commencé à expérimenter à l'été 2013 et que nous on trouvait sympa en interne, essayer de faire le meilleur temps. On trouvait ça sympa, donc là on s'est dit bon, on peut le proposer aux joueurs, je pense, ça peut être un truc qui peut permettre de jouer sur une petite partie de 10 minutes quand on n'a pas forcément le temps de faire une grande course. Voilà, donc vous pourrez découvrir ça, c'est tout nouveau pour cette année et vous pourrez tenter de battre les records. Et donc c'est une sorte d'entraînement à la descente, il y aura un classement associé? Alors je vais répondre en même temps à une autre question, c'est qu'il n'y a pas de online cette année dans le jeu, donc non, il n'y a pas de classement associé. Donc là pour l'instant il faudra pour partager les scores à l'ancienne, prendre des photos entre guillemets de son écran et se les partager sur les forums, mais on n'a pas mis de leaderboard associé au mode descente.
Ah ben, mais d'un autre côté, même s'il n'y a pas de online, on avait sur les éditions précédentes les classements de ceux qui gagnaient le plus de tours de 21 étapes, les meilleurs temps réalisés en chrono, etc. Alors ça, ils sont disponibles sur Xbox One, on les retrouvera via ce qu'ils appellent les Eurostats. C'est un système qui est mis en place par Microsoft qui permet de savoir combien de Tours de France ont été gagnés. Je sais plus, il y a différentes choses encore, je sais plus tout en tête. Mais ça, c'est disponible pour Xbox One. Par contre, sur la version PlayStation, on a enlevé les leaderboards pour deux raisons. C'est que ça nous posait beaucoup de problèmes pour la sortie du jeu parce pour la validation des leaderboards, c'est quelque chose qui prend pas mal de ressources, qui nous paraissait pas être un mode à nos yeux, qui nous paraissait pas être le cœur du jeu. Et donc on a préféré ne pas le remettre cette année. Sachant qu'on a découvert aussi quelque chose, c'est que les leaderboards entre différentes plateformes, notamment par exemple pour les temps des chronos, ne sont pas forcément comparables. Comparer le temps d'un chrono sur PS4 et le temps d'un chrono sur PS3, il y a des différences. Et donc on s'est dit qu'à partir du moment où c'est pas comparable entre plateformes, c'était quand même assez embêtant. Donc là, cette année, on a préféré s'en séparer pour essayer d'y repenser d'une manière différente pour l'année prochaine. D'accord. Alors maintenant que tu as abordé ce mode défi descente, est-ce qu'il y aura d'autres modes? On retrouvera les modes habituels multijoueurs en local, donc en écran splitté, que ce soit en coopération ou en versus, ça, on les a gardés. On aura aussi un échauffement, comme l'année dernière, qui permettra de prendre le jeu en main. Donc pour les gens qui connaissent, forcément ça n'aura pas un grand intérêt. Par contre, pour ceux qui découvrent, qui veulent avoir quelques petits conseils comme ça avant de commencer la première partie, bon, c'est toujours mieux, ça prend à peine 10 minutes, mais au moins on peut partir dans son premier Tour de France sans découvrir des choses au fur et à mesure. Oui, c'était le mode qui permettait de reconnaître certaines portions d'étapes. Non, ça c'est bon. l'échauffement, c'est un mode en 10 minutes qui permet de... Ah, le tutoriel? D'apprendre des contrôles, c'est le tutoriel, voilà, oui, exactement. D'accord. Et il est toujours présent. Bon, c'est pas vraiment un mode de jeu, c'est vraiment pour les gens qui découvrent, hein. On est d'accord, hein. Les gens vont pas s'amuser à faire du tutoriel plusieurs fois. Et sinon, il y aura toujours donc l'éditeur de nom aussi, pour pouvoir renommer les coureurs. Sachant donc justement cette année dans l'éditeur de nom, il y a deux petites nouveautés. On peut renommer les coureurs légendaires et on peut renommer l'équipe par défaut du mode Pro Team. D'accord. C'est deux petits trucs, mais bon, pour ceux qui veulent personnaliser le jeu au maximum, c'est possible. Oui, d'ailleurs, on ne l'avait pas évoqué dans le Pro Team, mais il y avait eu un concours sur les maillots. L'année dernière, il n'y en avait que 4 de disponibles. Et là, j'ai suivi un petit peu ce concours. Vous avez enrichi votre vestiaire. Ouais, cette année, on a 26 maillots. Ah, énorme. Donc je vous laisserai découvrir les 26 maillots. On a choisi donc il y a les maillots de l'an dernier, les maillots du concours, et plus des créations qu'on a fait en interne sur un thème tout simple, c'est les maillots nationaux. Ah d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourra, les joueurs qui veulent se faire une équipe de France avec des Français, on a fait un maillot de l'équipe de France, un maillot de l'équipe d'Espagne, un maillot de l'équipe du Portugal. On a essayé de faire tous les maillots où le jeu est distribué. Et donc cette année, on a pris ce thème-là et on s'est dit on va en faire un maximum. Comme ça, si on est belge, on peut faire une équipe de Belges. Si on est hollandais, on peut faire une équipe de Hollandais. Donc ce qui nous fait un total de 26 maillots. Je pense qu'il y a pas mal de choix cette année. Donc c'est avec la communauté qui a participé, qui nous a fait des maillots vraiment pas mal aussi. Je pense que là, l'année dernière, c'était un petit peu tristoun. Il faut l'admettre, 4 maillots, c'était un peu triste. Là, avec 26, je pense qu'il y a du choix. Donc ça on est content de ça aussi cette année. Est-ce qu'il y aura un maillot avec ta photo? Un maillot avec ta photo? Ma photo? Non, pas du tout. Par contre, pour les coureurs par défaut, on a mis des vraies photos. Je ne dirais pas qui est dedans, mais il y a des gens de l'équipe de développement, voilà. Ah d'accord, avis aux connaisseurs. Eh bien écoute, très bien, je pense qu'on a fait le tour en tout cas sur les modes de jeu. Pour conclure cette vidéo, je voudrais voir avec toi ce que tu envisages un petit peu pour cette licence à l'avenir. Si on parle de projet, on a toujours beaucoup de projets. Je pense qu'on en a déjà évoqué. Effectivement. Il y a le online qui est une grosse question qui est réclamée. Le online qui a déjà existé en fait, mais qui n'a pas marché. Donc nous on a fait des évaluations internes. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas marché? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Beaucoup de questions
questions, c'est des grosses choses. On y pense. On pense aussi au mode Pro Team, un mode BioPro. On y pense. Pro Cycling le fait cette année. On va voir comment ça va être accueilli par les joueurs. Comment est-ce qu'on peut faire du BioPro dans un jeu de vélo. C'est quoi? C'est créer son coureur et le faire évoluer tout simplement. Ah oui, ce qu'on a évoqué, oui, d'accord. Voilà, on l'a évoqué. Cette année, ça va être dans PCM. On va voir comment réagissent les joueurs, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, est-ce qu'on peut s'en inspirer ou pas. Je pense qu'ils ont, on va dire qu'ils défrichent un petit peu le passage pour nous, pour les années à venir, pour ce mode-là. Il y a ça, il y a quelque chose aussi là, qui m'embête un tout petit peu avec le jeu de cette année, c'est qu'on a proposé beaucoup plus de courses, mais ça s'adresse aux gens qui vont jouer au Pro Team. Pour les autres, ils n'ont pas forcément accès à ces courses-là s'ils ne jouent pas en Pro Team. Donc j'aimerais que tout le monde puisse jouer au Critérium, au Dauphiné, sans forcément lancer un Pro Team. Donc ça va être une question aussi qui me tient à cœur, en fait, qui est pas que les joueurs ne soient pas segmentés entre je joue au Tour de France ou je joue au Pro Team. Mais oui, mais en Tour de France, j'ai moins de choses qu'en Pro Team. C'est des questions aussi qui ont émergé au fil de cette année. Donc on essaiera, je pense, de trouver des réponses l'année prochaine. Donc voilà, c'est des grosses choses. Après, on attend aussi de voir si le mode descente, si les retours des joueurs, c'est-à-dire que si les joueurs sont indifférents, c'est peut-être pas quelque chose qu'on poussera. Par contre, si on a des retours comme quoi c'est cool, on en veut plus, peut-être qu'on fera des choses, parce qu'il y a aussi des choses qu'on n'a pas faites dans le mode descente et qui pourraient être faites. Voilà, ça va dépendre. On va scruter scrupuleusement, c'est un petit peu bizarre comme expression, mais on va bien regarder ce qui se dit sur les forums. Parce que contrairement à ce que des fois on lit, on écoute ce que dit la communauté au maximum. L'ajout du contenu dans le Pro Team, c'est la communauté qui l'a énormément demandé, donc on a fait l'effort cette année. Tous les petits bugs qui ne plaisaient pas en Pro Team, on les a aussi corrigés parce que c'était pas forcément des bugs, des fois c'était des volontés de notre part, on s'est trompé, on les corrige parce que la communauté, et on voit que les joueurs ils aiment pas, donc on écoute. Et donc pour ce qui va se passer pour l'avenir, ça va aussi énormément dépendre des retours des joueurs. Donc on a des idées, et après la priorité elle sera principalement mise en fonction des retours qu'on a, en fait. C'est-à-dire que si on nous dit que le mode descente ça nous plaît pas, on le mettra tout en bas de notre pile de priorité. Si on nous dit c'est cool, on le mettra en haut, et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, en fait. On a nos idées, et après on les traite. La priorité est mise en fonction des retours des joueurs, principalement. Je vois. Et puis pour l'avoir évoqué tous les deux, tu sais que moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est plus de contenu, et ça va dans le bon sens avec les courses que vous avez rajoutées. Après, chacun a des envies différentes, mais tu connais les miennes en tout cas. Oui. Après le contenu, là, on a essayé de blinder cette année. Après, la taille du master, elle commence à être. On s'est né sur du 25 Go pour le jeu, ça commence à faire beaucoup. Donc le Blu-ray, simple couche, il est plein là. Va falloir qu'on trouve de la place. C'est pas impossible, mais il va falloir qu'on en trouve si on veut rajouter des classiques ou rajouter d'autres courses. Sachant que l'autre, un petit point de détail, parce que c'est aussi débattu sur les forums, c'est quelles courses on peut ajouter. Nous, on est dans l'optique de travailler d'un partenariat avec ASO, donc c'est forcément des courses ASO. Oui, donc on oublie le Giro et la Vuelta. Autant se le dire, c'est vrai qu'il y a des courses qui sont sympas, qui ne sont pas ASO, mais un Tour d'Italie, on n'a pas la licence, on ne pourrait pas l'exploiter. On pourrait mettre un faux nom, mais je pense qu'ASO, ils regardent quand même ce qu'on fait, ils ont à cœur qu'on respecte leur licence, que ce soit le Tour de France, et je pense que si on leur met un concurrent qui s'appelle pas Giro d'Italia, mais qui ressemble fortement au Tour d'Italie, avec un maillot rose ou des choses comme ça, je pense que ça passera pas. Et même si on met un maillot jaune, il y a des grands tours, ils sont pas fous. Les grands tours, il n'y en a que 3, si on en rajoute un, ils le verront très vite. D'où la petite confusion. Moi, je sais que ça ne me plaît pas trop. Vous avez pris un parti pris, même dans vos sites, de mettre que Tour de France était la version PC de Pro Cycling Manager. Moi, je sais que ça me contrarie un petit peu, parce que de fait, on peut s'attendre à avoir le même contenu. Et sur PCM, on a toute une saison avec les grands tours, etc. Je suis complètement d'accord. Là, c'est des questions marketing qui échappent aux développeurs. Qui mériteraient un débat à part entière. Mais là, en tout cas, je pense qu'on a bien fait le tour sur justement le jeu Tour de France 2015 à venir normalement, donc le 19 juin. Sur ce, je vais grandement te remercier, Patatras. C'était vraiment très sympa comme échange. Eh bien, c'est moi qui te remercie. Ça fait plaisir de pouvoir parler aux joueurs. Donc, merci à toi.
Eh bien écoute, je te dis à bientôt et vous aussi à bientôt pour un nouveau défi sur le jeu. Au Au revoir. revoir. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque nous allons aborder le futur jeu Tour de France 2015 qui est développé par Cyanide. Et pour ce faire, je vais être bien accompagné puisque on a au bout du fil Patatras qui travaille justement chez Cyanide et que je vais laisser se présenter lui-même. Bonjour Patatras. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Patatras. Je suis game designer sur Tour de France depuis 4 ans maintenant. Et donc, j'ai aussi travaillé un petit peu sur les pro cycling au début ou pendant les 2 premières années. Et là, depuis 2 ans, je suis exclusivement sur Tour de France, toute l'année. Voilà. Ok, ben très bien. J'apporterai juste, avant d'entrer dans le vif du sujet, deux petites précisions. À savoir que les images que vous voyez en fond, ce sont des images du Tour de France 2014, qu'il n'y ait pas de confusion. Le jeu Tour de France 2015 n'est pas sorti, Patatras va nous en parler dans quelques temps. Et la deuxième précision, c'est une petite mise en contexte, à savoir qu'avec Patatras, on s'est déjà rencontrés, puisque lors de ma journée de test sur le jeu Tour de France 2015, fin 2014, dans l'état d'avancement de développement dans lequel il était à l'époque, c'est Patatras qui m'avait accompagné lors de cette journée très sympathique dans les locaux de Cyanide. Donc voilà pour le contexte. Et ce que je vais proposer, c'est sur cette vidéo de procéder un peu par grands chapitres avec un premier qui sera le mode Tour de France où on abordera aussi les améliorations, graphisme, gameplay, etc. Un deuxième volet qui sera plus consacré au Pro Team et un troisième sur les autres éventuels modes de jeu que nous détaillera éventuellement Patatras. Avant de commencer donc avec le mode Tour de France, je voulais juste avoir quelques informations pratiques, si tu peux nous les donner Patatras, à savoir la date de sortie et les supports pour ce jeu Tour de France 2015. Alors, a priori, si tout se passe bien, le jeu sortira donc le 19 juin. C'est la date sur laquelle on est fixé. Je dirais que normalement, on est dans les délais, puisqu'à l'heure où je vous parle, on est en train de faire les versions et on est en train de les envoyer chez Sony et Microsoft pour validation. Donc, normalement, au niveau du planning, on est bien. Et donc, il y aura une version PS4, PS3 et Xbox One. Et pas concrètement, mais contrairement à ce qui avait été dit, où il y aurait une version Xbox One seulement en téléchargement, on a eu la bonne nouvelle de la part de Focus où a priori sur Xbox One le jeu sortira aussi en boîte. Donc, pour tous ceux qui sont un petit peu allergiques au téléchargement, ils pourront se procurer le jeu en physique en magasin. Donc il n'y aura pas de différence entre PS3, PS4 et Xbox One. Tout le monde aura une version boîte, contrairement à ce qui avait été annoncé il y a quelques mois. Mais il y aura également les versions téléchargement pour ceux qui aiment bien aussi dématérialiser. Alors sur PS4 et PS3, je ne sais pas si elles seront disponibles le jour du lancement. Je sais pas s'il y a un petit délai. Là, je peux pas vous répondre à ce niveau-là. Ça, c'est Focus qui décide avec Sony si le jeu est disponible directement en Day One, en téléchargement. Alors sur Xbox One, je pense que tout sera en Day One, puisque c'était prévu comme ça à la base. D'accord. Voilà, là je ne peux pas certifier que le jeu sera en téléchargement dès le Day One sur PS4 et PS3, mais il sera en boîte, ça c'est sûr. D'accord, ben, c'est une bonne nouvelle. Et tu peux nous dire pourquoi la 360 n'a pas été choisie? 2 raisons. La première raison, c'est qu'en termes de vente, c'est pas la plateforme leader. Donc, ça va aussi avec la seconde raison, c'est que faire 4 plateformes pour la taille de notre équipe, c'est juste impossible. En fait, on se limite à 3 parce que si on en fait 4, on va faire des choses pas terribles. Enfin, on va être obligé de faire des choses trop vite. Et donc, on préfère se concentrer sur 3, ce qui est déjà assez compliqué pour nous à gérer. Et une quatrième, voilà, compte tenu de ces ventes, il a été décidé très tôt, enfin dès le début du développement, de ne pas se lancer sur une version 360. D'accord. Voilà. Et la PlayStation 3, Et ben, la PlayStation 3, elle résiste autant parce que elle se vend bien. Mais tu penses c'est que... tout simplement la raison, c'est qu'en termes de marché, elle a encore une certaine puissance. La PlayStation 3, elle a un parc bien installé. Donc en termes de vente, elle est beaucoup plus intéressante que la Xbox 360,
Et oui, surtout en France, oui. Donc c'est pour ça qu'elle résiste encore cette année. Bon ben ok, je te remercie pour ces précisions. Et puis on va pouvoir passer dans le vif du sujet avec le mode Tour de France. Alors nous allons aborder le mode Tour de France qui constitue a priori encore un mode très important, le mode classique entre guillemets de ce jeu, et on abordera aussi lors de ce chapitre sur le mode Tour de France les aspects, comme je disais, amélioration et potentielles nouveautés en termes de graphisme, d'intelligence artificielle, de gameplay, etc. Donc Patatras, si tu veux bien nous parler de ce mode Tour de France. Eh bien le mode Tour de France cette année, il y a des changements évidemment. Je dirais qu'il n'y a pas des changements sur la thématique de ce mode puisqu'il consiste toujours à jouer de 1 à 21 étapes et essayer de remporter le Tour de France. Toujours un système de missions pour remporter des points, pour progresser dans le jeu. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'on a rajouté donc 3 modes de difficulté. Donc maintenant, il va y avoir un mode facile, un mode normal et un mode difficile. D'accord. Donc ça, c'était pour essayer parce qu'il y a eu pas mal de discussions sur les forums, sur des gens qui trouvaient le jeu trop facile, d'autres trop difficile. Donc on a essayé, on s'est dit, pour trouver un juste milieu, faut faire deux nouveaux modes. Donc le mode normal, ça va correspondre à ce que les joueurs ont connu depuis le début. Ça, on n'y a pas touché, il y aura toujours ce niveau par défaut. Ensuite, on a un mode donc, facile, où là, je vais y revenir un tout petit peu plus tard, parce que les mécaniques qu'on a mis en place sont liées à certaines nouveautés que je vais expliquer juste après. D'accord. Et pour le mode difficile, là, pareil, on a fait quelques petites différences pour rendre le jeu plus difficile, mais surtout, je pense, le jeu plus difficile pour les gens qui veulent gagner un Tour de France de 21 étapes. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment basé pour ceux qui veulent l'expérience la plus, comment dire, la plus proche de la réalité. C'est-à-dire que le but du mode difficile, c'est pas qu'il soit impossible, mais c'est que de gagner avec des coureurs plus faibles devienne impossible. D'accord, oui. C'est plus dans cet objectif-là, pour ceux qui recherchent vraiment des classements beaucoup plus réalistes, le mode difficile est pensé pour ça. Mais tu m'avais parlé d'ailleurs de... je crois, il me semble que tu m'avais parlé de l'utilisation des ravitaillements par les équipes adverses. Voilà, en fait, c'est quelque chose que les adversaires ne faisaient pas. Donc là, en mode difficile, ils vont se ravitailler aussi. Donc ce qui fait que l'avantage du joueur sera un petit peu gommé. De la même manière, le joueur en mode normal, il peut se mettre en position aérodynamique. Et là, l'IA, elle le fera de manière aussi optimale que le joueur. Donc ce qui fait que dans les descentes où on pouvait se mettre en position aérodynamique, aller vite et récupérer de l'énergie, l'IA le fera aussi. Donc oui, d'accord. On a gommé en fait les différences qu'il pouvait y avoir avec le joueur. Ce que le joueur était capable de faire, mais pas l'IA. En mode difficile, l'IA le fera aussi. Ah, ok. Donc le jeu est plus difficile, et une des mécaniques aussi qui va rendre l'expérience plus difficile, c'est que cette année on a revu ce qu'on appelle la récupération. Donc c'est l'énergie qu'on redonne entre 2 étapes, ouais. qui anciennement était très compliqué, pas présenté aux joueurs. Maintenant c'est quelque chose à part entière qu'on montre concrètement aux joueurs. Et en mode difficile, il faudra vraiment bien gérer cet aspect-là, sous peine d'être content de gagner une étape, d'avoir pris 2 minutes, mais le lendemain de le payer très cher en fait, parce que les efforts compteront beaucoup plus. Et tu m'avais parlé des états de... ou dans le mode normal. Tu m'avais parlé des états de forme d'ailleurs, je crois, l'introduction d'états de forme. Donc voilà, ça c'est une nouveauté de l'année. Donc on aura 5 états de forme qui vont de méforme, pas en forme, normale, en forme et forme exceptionnelle. Donc ils vont introduire des différences de performance par rapport à un état normal. Et donc il faudra s'adapter en fonction de son tour, puisque les notes ne seront pas définies par étape. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer un tour, on arrive à l'Alpe d'Huez, on a une forme exceptionnelle, donc c'est cool, on va pouvoir en profiter pour essayer de mettre, soit de passer à l'offensive ou de mettre un petit peu le boxon dans le peloton. Mais par contre, si on a une forme négative, là on va peut-être plus jouer la défensive et plutôt essayer de suivre. Et donc l'objectif c'est vraiment que les parties soient différentes, que le joueur soit obligé de s'adapter à la forme qu'il va avoir. Et donc justement de ne pas vivre 2 fois le même tour et de sortir un petit peu du côté rigide qu'on pouvait avoir dans les anciens opus. Et les états de forme, ils seront présents sur tous les niveaux de difficulté? Alors, ils seront présents dans tous les niveaux de difficulté. La différence qu'il va y avoir en mode facile, c'est que l'équipe du joueur, elle sera toujours avec sur les coureurs qui remontent et les coureurs qui laissent passer. Eh bien, ça provoque des bugs des fois beaucoup plus profonds. Et donc là,
faire de grands changements. Et donc au final non, on n'a pas fait de grands changements, on n'a rien fait du tout, puisque ça remettait en cause beaucoup de choses, on n'avait pas les délais nécessaires pour être sûr que ça marche. Mais c'est dans les cartons. C'est dans les cartons, enfin le truc est bien noté, enfin ça y a pas de souci, et je le reconnais, moi même quand j'utilise la protection, quand je joue des fois, et je me dis mais j'aimerais bien que tu te pousses, mais voilà, c'est pas si simple que ça à corriger, c'est toutes ces questions de placement, voilà, c'est vraiment pas évident. Je comprends. Et justement, pour ce qu'on parlait de la protection, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gestion de l'oreillette sur cette édition 2015 ? La gestion de l'oreillette n'a pas du tout été une priorité cette année. On n'a pas fait de changement. Ce sera les mêmes ordres, le même fonctionnement avec une oreillette circulaire. D'un point de vue ergonomique, le focus qu'on a eu a plutôt été sur ressortir les informations pour le joueur. C'est-à-dire qu'on a mis en place une nouvelle interface qu'on appelle, en français on l'a appelé course info, qui permet d'avoir qui est échappé, qui prend des relais, quelle est la position de ce coureur-là au classement général. On trouvait que c'était des fois difficile de prendre des décisions parce qu'on avait du mal à aller trouver l'information, ou alors il fallait se souvenir du classement au départ, c'était un petit peu compliqué. Donc là on a plus travaillé là-dessus cette année pour que le joueur à tout moment il puisse avoir dans l'échappée le plus dangereux c'est lui pour le maillot à pois, pour le maillot vert, pour le maillot jaune. Toutes ces informations-là qui étaient un petit peu diffuses ou pas disponibles avant, maintenant on les a en permanence. Et on a plus travaillé sur ce côté-là et on peut l'utiliser en même temps que la Teamcom. Mais on peut ouvrir la Teamcom, la course dans un moment de calme, on ouvre la Teamcom, on peut analyser le classement et voir ce qui se passe et savoir si on doit rouler, attaquer ou pas. Eh bien ok, mais effectivement j'avais pu le constater de visu lors de la journée de playtest. Et du coup on a rajouté aussi les distances au sprint intermédiaire. D'accord, et justement. Donc on les a pas rajoutées l'année dernière, il y a eu un bug a priori qui touchait la version PlayStation 4 où on est passé à travers, on n'a toujours pas trouvé pourquoi. C'était vraiment un bug pur et dur et c'était pas une feature de l'avoir enlevé, c'était vraiment un bug qui nous a échappé. Et on se pose encore la question de comment il nous a échappé puisqu'il est tellement visible que voilà. Ouais, je me rappelle. Et bien, justement, dernier point sur ce mode de jeu classique du Tour de France, est-ce que ça va plus batailler, on en avait déjà parlé, pour le classement grimpeur et le classement maillot vert, les sprints intermédiaires Alors là, sur le classement maillot vert, on a travaillé sur le fait qu'il soit impossible maintenant d'attaquer avant un sprint intermédiaire pour aller choper les points avant les sprinteurs. Ouais. Pour rendre le classement plus cohérent. On a travaillé aussi pas mal sur le classement de la montagne pour que les coureurs qui sont intéressés par le classement, ils tentent de s'échapper et de prendre la bonne sur l'étape de montagne. On est super satisfait du résultat. Par contre, avec le Tour de France 2015, le parcours officiel du Tour de France 2015, ça devient très difficile quand même pour un non-favori de gagner le maillot à points. On s'est rendu compte que la répartition des points du Tour de France fait que, avec les points doublés aux arrivées au sommet, les favoris, comme ils se battent pour le maillot jaune, en général, ils laissent très peu d'opportunités aux baroudeurs d'aller au bout. Et donc, c'est vraiment, vraiment costaud d'aller chercher le maillot à pois cette année, quoi. D'accord. Eh bien, on va voir ça, je suis impatient. Enfin, costaud d'aller le chercher avec un baroudeur, quoi. Je vois. Nous allons aborder maintenant le mode Pro Team, un mode qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai bien apprécié sur le 2014 et qui malheureusement comportait quelques bugs, mais c'était une première. Patatras, que peux-tu nous dire sur ce nouveau mode Pro Team du 2015 ? Eh bien, on a beaucoup travaillé dessus parce que c'est un mode qui, nous aussi, nous tient à cœur et on pense qu'il y a de l'avenir pour le jeu. Donc la première chose qu'on a fait, c'est essayer de le rallonger en fait ce mode, parce qu'on trouvait que c'était un petit peu embêtant de toujours faire le Tour de France. Et donc on a rajouté des étapes et comme maintenant on sort que sur du Blu-ray, enfin sur du support Blu-ray, on n'est plus limité par la taille du DVD, donc on a pu mettre le maximum d'étapes qu'on pouvait. Et donc par exemple sur PlayStation 4, le Blu-ray il est blindé, on doit être à 25 Go ou quelque chose comme ça. Et donc au total on a pu rajouter le Critérium international, ce qui représente 3 étapes, le Dauphiné qui représente 7 étapes si je ne me trompe pas, plus le Tour de France. Donc ce qui nous fait une saison quand même à près de 30 étapes, ce qui est quand même déjà plus long. Et
une saison, on ne joue pas forcément les mêmes étapes. Hein. Donc alors là, je vais essayer d'être clair, c'est que quand on joue sa première saison, on va dire, on fait l'étape 1 du critérium. Et par contre, quand on va jouer la deuxième saison, comme on a déjà joué l'étape 1 du critérium, on jouera une variante. C'est-à-dire qu'au lieu de faire Conca Bastia, on fera une autre étape qui s'appellera, je sais pas, Porto Vecchio Bastia. On a repioché dans notre base de données d'étapes qu'on avait créées pour avoir une variante. Donc dans le jeu, on retrouvera donc des étapes, des DLC qui sont sortis en 2013, ainsi que les étapes du Tour de France 2014. D'accord, ouais. Donc la première année où on jouera le Tour de France 2015, et l'année d'après, par contre, on reviendra sur le Tour de France 2014. Et la troisième saison, on fera un random, c'est-à-dire que ce sera un mélange entre des étapes du Tour 2015 et du Tour 2014, de sorte à ce que tous les ans, on ait des parcours différents. D'accord. Pour que à chaque saison, c'est pour varier un peu les plaisirs, pour faire en sorte que les Tours de France soient pas tout le temps les mêmes. Et donc ce qui se produit, que des fois, il y aura des Tours de France qui seront un peu plus montagneux ou des fois un peu plus plats. Ça dépendra du random en fait. Il y a une chance sur deux pour qu'une étape sorte. Et donc, par exemple, ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait deux étapes de pavés, l'une après l'autre. C'est quelque chose qui n'est pas censé arriver en vrai, enfin que le Tour de France n'a jamais fait, mais qui pourrait arriver en jeu. Donc ça c'est juste de l'aléatoire. Ça, on ne le maîtrise pas. À chaque saison, on fait un nouveau calendrier. Et donc ça, je pense qu'il y aura des trucs sympas qu'on voit pas forcément en vrai et qui pourront renouveler l'expérience à chaque saison. Si je récapitule, si j'ai bien compris, pour le Pro Team, une saison sera constituée d'une part du Critérium International, d'autre part du Dauphiné et également en troisième course du Tour de France. Voilà, c'est ça, mais ça se mérite. Parce que quand vous allez commencer la première saison, vous participez au Critérium International, mais par contre, si les résultats ne sont pas suffisants, vous ne serez pas invité au Dauphiné. D'accord, ouais. Ça veut dire qu'il faudra refaire le Critérium, faire des meilleurs résultats, soit en étant meilleur, soit en ayant acheté des coureurs un peu meilleurs aussi. Et donc là, si dans le Critérium on arrive à faire des bons résultats, on est invité au Dauphiné. Si on fait des bons résultats au Dauphiné, on est invité au Tour de France. Et une fois que les courses sont débloquées, elles sont débloquées tout le temps en fait. C'est juste pour s'assurer qu'on n'arrive pas aussi sur le Tour de France avec une équipe trop faible. Et de faire 21 étapes et être lâché toutes les étapes, c'était pas forcément très fun au début. Donc on s'est dit, là, on va mettre une petite mécanique en place pour faire en sorte que le joueur il arrive sur le Tour de France avec une équipe où il peut quand même faire des échappées quand même. Faut quand même qu'on puisse se faire plaisir et pas tout le temps subir la course. Est-ce qu'il y aura les niveaux de difficulté pour ce Pro Team ? De la même manière, il y aura les niveaux de difficulté. En facile, on part avec une équipe qui est un petit peu meilleure de base. Et après, les mécaniques sont les mêmes pour la forme du jour. Pour la récupération, c'est comme pour le mode Tour de France. Et justement, tu parles des équipes. L'année dernière avait été plus ou moins reproché. Les doublons, quand on achetait quelqu'un dans une équipe, ils ne disparaissaient pas de l'effectif. Oui, tout à fait. Ça a été corrigé maintenant quand on va acheter au hasard. J'ai que des coureurs dont on n'a pas la licence qui me viennent en tête. Quand on va acheter Contador, lui on a la licence, eh bien il disparaît de Saxo et il est dans notre équipe et il n'y a pas un deuxième Contador face à nous. D'accord. Et justement, si on pouvait nommer ça un petit peu un bug entre guillemets, mais bien que ce soit un choix, je crois, l'année dernière, même si vous êtes revenu dessus, concernant d'autres bugs qu'on avait pu constater, du genre le Pro Team sur certaines saisons nous proposait des objectifs irréalisables, par exemple d'avoir avec deux coureurs différents le maillot à pois, ce genre de choses. Vous avez pu revoir un petit peu ces bugs d'objectifs ? Alors, oui, on les a complètement revus puisqu'on a supprimé ce système d'objectifs. Là, pour gagner de l'argent, ça va se faire avec une grille de prix, comme une course classique. Au début de chaque épreuve, on vous présente la grille de prix, par exemple le critérium forme positive. D'accord. Alors que l'IA, elle aura des formes plutôt qui ont tendance à être négatives. Ah, je vois. Donc le joueur partira toujours avec un petit avantage. On a joué là-dessus parce que pour le mode facile, on n'a pas voulu jouer sur l'IA. L'IA, elle est la même pour les trois modes de jeu. Ouais. Parce qu'en fait, on ne veut pas que le joueur qui joue en facile, ce qu'il a appris en mode facile ne puisse pas lui servir en mode normal ou difficile. Nous semblait, d'une part, c'est compliqué pour nous d'avoir une IA cohérente dans un mode normal. Donc après, faire une IA dégradée, c'est pas aussi facile qu'on pense. Et c'est surtout, on voulait pas que le joueur il se dise, ah, je peux faire ça pour gagner, parce que l'IA elle m'a laissé
chose qui soit faisable dans un mode ou dans un autre. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a plus joué sur des mécaniques, sur ce qu'on appelle la physique du joueur, sa récupération, sa forme du jour, des choses comme ça. Mais l'IA, par contre, elle réagit elle, toujours de la même manière. Donc il n'est pas question de prendre un contador et de s'échapper sur une étape de plaine, même en mode facile, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des joueurs qui croient que c'est possible. En fait, on a voulu quand même garder l'essence même du vélo et des stratégies cyclistes. En fait. Je vois. Et justement, tu évoques les échappées, j'ai pu voir sur les différents forums et le constater puisque je joue depuis l'édition 2012. Beaucoup de gens reprochaient un petit peu cette année que les échappées, en étape de plaine en tout cas, n'allaient quasiment jamais au bout. Alors sur le 2013, c'était quand même assez régulier si on la gérait bien. Là, vous avez fait quelque chose de différence au niveau des échappées par rapport aux autres éditions? On a travaillé sur les échappées, mais plus pour le côté de pouvoir s'échapper. D'accord. Pas forcément sur le côté aller au bout. Normalement, on arrive sur des réglages, nous en interne, où il est possible d'aller au bout. Après, c'est assez dépendant de la volonté du peloton. C'est vrai que le joueur, c'est quelque chose d'assez aléatoire, en fait. Un peu comme en vrai, en fait. On n'a pas la main, en fait, pour décider du sort. C'est plutôt le peloton, en fait, qui va décider si oui ou non. Il laisse partir l'échappée, oui. Voilà, il laisse partir. Enfin, laisse se développer, oui. La nouveauté de cette année, elle est plutôt liée à la forme du jour, c'est-à-dire que si vous avez des sprinteurs qui sont tous dans une forme du jour exceptionnelle, il y a très peu de chances pour que l'échappée aille au bout parce qu'ils vont faire rouler leurs équipiers. Alors que par contre, si tous les sprinteurs ils se sentent pas super bien, là l'échappée, il y a plus de chances qu'elle aille au bout. Parce qu'ils vont peut-être moins vouloir faire rouler leurs équipiers parce qu'ils ne sont pas dans une super forme. Donc c'est là-dessus qu'on joue. Avant, c'était quand même assez aléatoire, c'était plutôt du random. Alors que maintenant, on a vraiment quelque chose sur lequel se baser. Là, ça, le joueur ne le sait pas en course, par contre. Mais nous, maintenant, on a quelque chose de plus tangible pour gérer ce phénomène. Ok. Je voulais te poser une question qui revenait aussi sur vous, sur votre forum d'ailleurs. L'échelle, c'est toujours un cinquième, tu confirmes? L'échelle, c'est toujours un cinquième. Et je sais qu'il y a beaucoup de discussions, notamment sur nos forums officiels, où il y a des joueurs qui apprécient énormément l'échelle 1,5 du premier et du deuxième opus, il me semble, mais pour des raisons de production, c'est totalement impossible pour nous maintenant de revenir en arrière. Et même d'un point de vue design du jeu, je trouve, nous en interne, les sections, on pense que c'est une très mauvaise chose. Et l'échelle 1,5 est forcément synonyme de section. Si on fait du 1,5, on sera obligé de mettre des sections, on ne pourra jamais produire toutes les étapes en entier, c'est irréalisable, il faudrait que l'équipe elle presque quadruple de taille, je pense. Donc c'est vraiment inenvisageable. Ah ben moi ça me va bien. Oui, bah après voilà, mais je pense que c'est subjectif. On pourrait faire un jeu en demi, la preuve, il y en a eu un, ça a marché, ça a plu à certaines personnes. Mais je pense que quand même c'est une minorité et en règle générale, on a plutôt une tendance où un cinquième, c'est un bon compromis pour pouvoir avoir des sensations correctes et pas y passer sa vie en fait. Même si on doit lancer le sprint à 1 km de l'arrivée. Mais il faut voilà, s'y faire. C'est des concessions, mais je pense que quand on y joue, on s'y habitue. Et après, voilà, bon, c'est 1 km, je suis totalement d'accord que c'est pas réaliste, mais... non, mais... Après, bon, bah, voilà, s'il faut faire une étape, jouer pendant 3 heures pour arriver à faire 2 étapes, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a ce temps, en fait, pour jouer et pour finir un tour de 21 étapes, ce serait très très long. Et je suis d'accord. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport aux effectifs, est-ce que le système des notations un petit peu, et en particulier des coureurs qui ont fait des exploits récemment, comme des coureurs français en particulier, à la Philippe, Sénéchal, qui ont bien marché, comment vous avez géré un petit peu au niveau des notations, et est-ce qu'il y a une mise à jour des stats de prévus, ce qui n'avait pas été le cas sur le 2014? Alors, quand tu parles de mise à jour, est-ce que moi je te tutoie hein, si oui, bien sûr. On fait comme ça. Au niveau des notations... Oui, les notations des coureurs, et puis sur les anciens opus, il y avait un DLC qui sortait en courant d'année avec la mise à jour des stats. Le DLC n'a pas été fait l'année dernière. J'ai pas de raison officielle, parce qu'en fait, on pensait le faire, ça s'est pas fait. On est très vite reparti sur le Tour de France 2015. Et justement, sur le 2015, vous avez prévu quoi? On savait qu'on ferait pas de DLC course, ça avait été acté assez tôt. Et au final, la mise à jour, je pense qu'il y a peut-être une incompréhension, c'est qu'elle faisait partie des DLC, la mise à jour. Et en fait, on ne l'a pas fait.
Et c'est après qu'on s'est dit on ne l'a pas fait, en fait il y a eu un petit micmac de ce côté-là. Pour l'année prochaine, pour 2015, je ne sais pas si on en fera une, je ne promets rien. Mais c'est juste que l'année dernière, il y a eu une sorte de flottement, et puis après on a commencé le développement du 2015, et c'était en quelque sorte trop tard. Mais pour les effectifs de base du 2015, vous vous êtes basé sur quoi? Pour le 2015, alors moi j'ai fait un gros travail cet été justement pour remettre tout à jour. Sachant que là, la DB qui va être livrée dans le jeu, les notations ont été terminées après Liège-Bastogne-Liège. On n'a pas pris en compte, par exemple, le Tour de Romandie, donc la victoire de Zacharine. Zacharine ne sera pas au niveau qu'il a pu avoir sur le Tour de Romandie. D'accord. Et par contre, Alaphilippe a bien été pris en compte. Sénéchal aussi. Sénéchal, l'année dernière, j'ai vu qu'il y avait vraiment une grosse erreur, c'est-à-dire que l'année dernière, il n'a pas du tout été mis à jour, puisqu'il était à 55 partout, il me semble. Enfin, dans toutes ses notes, il avait 55, donc ça, c'est typiquement le cas d'un coureur qu'on a oublié, mais à coup de pas. On n'a pas fait le nécessaire sur ce coureur-là. Parce que ce qu'il faut savoir, donc, comment ça fonctionne, c'est on est 3 ou 4 à peu près dans l'équipe, où on discute des coureurs, des notes, et ça se fait avec des gens de Pro Cycling Manager. Et après, nous, on a quelques petites spécificités qui font que Pro Cycling et Tour de France n'ont pas les mêmes notes. C'est que nous, on se base quand même avec l'objectif que c'est les performances des coureurs sur le Tour de France. Oui, je vois. Par exemple, Pro Cycling Manager, ils ont un cas concret, par exemple, c'est Nibali est plus fort en pavé, il me semble, dans le Tour de France, par rapport à ce qu'il a fait sur le Tour de France, que dans Pro Cycling Manager, parce que Pro Cycling Manager, on sait que sur Paris-Roubaix, il fera rien, donc il ne faut pas que Nibali non plus se mette à pouvoir gagner Paris-Roubaix, par exemple, sur Pro Cycling Manager. Donc c'est des différences entre les deux jeux. Après, comment est-ce qu'on évalue les coureurs? C'est pas mal à force de simulation, on simule des courses, on voit les résultats, et on voit, tiens, par exemple, Alaphilippe, pourquoi est-ce qu'il fait des résultats qui sont pas à la hauteur? Peut-être parce que, ah oui, en fait, en vallon, il lui manque peut-être un petit point pour arriver à rivaliser avec les meilleurs, ce genre de choses, en fait. Après, voilà, on regarde les résultats qu'on a, et on essaye de voir ce qui peut être amélioré, ou pourquoi les résultats sont pas forcément comme ceux de la réalité, en fait. Et en ce qui concerne les effectifs des titulaires qu'on aura sur le Tour de France, est-ce qu'on aura la main dessus, sur notre équipe, pas seulement notre équipe Alors en fait, comme je disais, comme c'est terminé très tôt, après Liège-Bastogne-Liège, on ne peut pas se baser sur les listes officielles. Donc le parti pris qu'on a eu en interne, c'est de mettre les meilleurs coureurs. D'accord, comme sur Tour de France 2014, à l'exception de Quintana, vous saviez depuis le début qu'il n'était pas présent. Disons ce qui s'est passé sur les anciens Tours de France avant 2014, c'est qu'on terminait le jeu beaucoup plus tard, ce qui provoquait pas mal de problèmes parce qu'on était vraiment dans un gros rush à la fin, donc ça permettait de faire des ajustements par rapport aux annonces des équipes qui disaient lui fera pas le tour, un tel et tel, donc on avait une petite marge. Mais cette marge-là, elle n'existe plus malheureusement pour la DB, mais heureusement pour nous, parce que ça nous permet de faire un jeu qui est quand même un peu mieux fini. On essaie d'améliorer tous les ans la finition et tout ce qui est bug. Et donc les dates de finition sont maintenant beaucoup plus tôt. Et donc la DB, elle est arrêtée. Je pense que sur les dernières éditions, avant 2014, la DB, on l'a modifiée quasiment jusqu'à la fin presque la fin du Tour d'Italie. Ah oui. Pour donner un ordre d'idée. Alors que maintenant, on l'arrête après Liège-Bastogne-Liège. Et à quel point on aura la main sur nous-mêmes dans le jeu, modifier les titulaires des équipes? Les chiffres sont fictifs, hein, je ne les ai plus en tête. Gagner le général, on gagne 10 000 euros jusqu'à la 10e place. Gagner une étape, c'est 5 000 euros. Et les classements annexes, c'est 5 000 euros aussi peut-être. Et après, sur le Dauphiné, les gains sont plus importants, sur le Tour de France aussi. Et c'est juste en faisant du résultat, il n'y a pas d'objectif lié à des coureurs. D'accord. Et en termes d'effectifs, justement, comme on parle du Dauphiné et du Critérium, j'avais vu une question qui était pertinente à ce propos-là. Les équipes seront les mêmes que... Est-ce qu'il y aura des équipes supplémentaires pour ces courses-là, comme dans la réalité? Non, on travaille, on est toujours avec les mêmes équipes du Tour de France. La différence, en revanche, c'est que quand on fait le Critérium, on ne va pas se battre contre Contador, parce que Contador, le Critérium, en règle générale, il ne le fait pas. Je ne sais pas s'il a déjà participé au Critérium international. Donc on va avoir des équipes plus faibles sur le Critérium. Par contre, quand on va arriver sur le Dauphiné, là on va commencer à avoir quelques leaders. Et sur le Tour de France, on aura les meilleurs coureurs qui seront présents. Et toujours pas de classique, hein, tu viens de répondre à la question. Toujours pas. Je sais que
avec ce qu'est le jeu, avec ce qu'est notre IA, puisque c'est le jeu avant tout pensé pour de la course par étapes. Et on a pu nous le tester en local, on a fait, et oui, nous on a pu jouer à Paris-Roubaix en mode tour, on a pu faire du Paris-Roubaix en interne et c'était pas forcément super fun. Il y a du travail à faire, disons que c'est pas aussi simple que ça. Le principal problème c'est que par exemple Paris-Roubaix fait 250 km et il n'y a que 50 km d'intéressant et que ça se passe toujours un petit peu de la même manière, donc à moins de prendre un Tom Boonen ou un Fabian Cancellara, et ben, la course se déroule toujours de la même manière et au final c'était assez lassant. Donc on trouve que les courses par étapes, il y a beaucoup plus de rebondissements et des objectifs à long terme, et donc pour l'instant on met le focus sur les courses à étapes. Après ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on le fera jamais, c'est juste que pour l'instant dans le terme des priorités, nous les classiques sont juste un petit peu plus bas. Mais maintenant qu'on a bien amélioré le Pro Team, qu'on a mis du critérium, qu'on a mis du Dauphiné, je pense qu'on va en discuter en interne. D'accord. Voilà. Et bien, justement, vu que les saisons se sont étoffées de 2 courses supplémentaires, est-ce que vous auriez mis en place une sorte de l'équivalent d'un classement UCI sur ces saisons? Alors, oui, je me suis posé la question de le faire. Le problème qui s'est posé assez rapidement, c'est que c'est quand même très orienté pour les coureurs de montagne, les courses qu'on propose. Et je trouvais pas ça forcément super fun qu'un coureur, qu'un sprinter ne puisse pas prendre part à ce classement en fait. Hein. Parce que l'idée c'était d'avoir un classement UCI, c'est le meilleur coureur de l'année. Mais comme on propose que des courses de montagne, un mec qui est super fort en sprint ne pourra jamais accéder à ce classement-là en fait. Donc l'idée de ce classement-là, c'est une idée peut-être pour l'année prochaine, sans faire de promesses bien entendu, mais d'essayer d'y réfléchir, d'avoir un système de notation qui pénalise pas les sprinteurs, qui favorise pas trop les grimpeurs. Donc ça c'est un truc auquel on a pensé, qui n'est pas encore mûr. Voilà. Ouais, je ne vais pas en dire plus, mais c'est vrai qu'on y a pensé. Mais l'idée n'est pas encore mûre avec ce qu'on a fait cette année. D'accord. Est-ce que on pourra créer notre propre coureur, hein? Je pense avoir la réponse, mais je te pose quand même la question. Non, là pareil, c'est une question de priorité. Cette année, l'idée c'était d'améliorer le Pro Team, son contenu. Après, faire son propre coureur, c'est une autre feature qui prend du temps et bah, ce sera peut-être pour l'année prochaine ou les années qui viennent. Je pense que c'est un mode que beaucoup de joueurs apprécieraient. C'est un mode qu'on retrouve dans toutes les simulations de sport maintenant, que ce soit FIFA ou les NBA 2K. Donc je pense que oui, c'est quelque chose d'intéressant. Après, on ne peut pas tout faire en un an. Donc voilà. Je comprends. Dernier point sur ce mode Pro Team, l'introduction l'année dernière des légendes, hein, qui, moi j'avais trouvé ça très sympathique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Justement, je ne vais pas en dire plus, si ce n'est qu'il y en a plus. Mais je ne vais pas trop en dire parce que, voilà, on va dire que l'année dernière c'était quelque chose de complètement caché, qu'on n'avait pas annoncé. Maintenant, les joueurs s'y attendent, donc on peut en parler. Je peux dire qu'on en a rajouté. J'ai pas la liste en tête, mais on a dû en rajouter une dizaine, je pense. Sympa. Mais par contre, après, on a changé un petit peu leur fonctionnement, donc je laisse planer le sujet. D'accord, mais en tout cas, vous avez reconduit le système des légendes, c'est déjà une information. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, on pourra toujours acheter ces coureurs légendaires, à la différence près qu'ils ne seront pas aussi puissants que l'année dernière. L'année dernière, c'était une volonté c'était la fin du jeu en quelque sorte, de se dire voilà, si on prend ces mecs-là, c'est pour tout exploser. Là, on a toujours 2 coureurs qui sont un petit peu au-dessus, mais il n'y a pas forcément que des coureurs qui sont super forts. D'accord. Ils sont un petit peu mieux intégrés avec la base de données du jeu qu'on fournit par défaut. Eh bien ok. Nous allons passer maintenant aux autres modes de jeu après le mode classique du Tour de France et le Pro Team qu'on vient d'évoquer. Patatras, est-ce qu'il y a d'autres modes de jeu dans le Tour de France 2015? Alors oui, cette année, on a mis un nouveau mode de jeu qui s'appelle Descente. C'est un petit mode de jeu pour pas se prendre la tête en fait. C'est-à-dire que c'est des parties courtes, ça dure 3-4 minutes maximum, où ça consiste à descendre des cols le plus rapidement possible. Alors, on s'est rendu compte que les descentes de cols, c'était quelque chose au final quand même d'assez technique. Pour preuve, il y a beaucoup de gens apparemment qui utilisaient le cheat de la Teamcom, de l'oreillette, pour prendre les virages. Donc on s'est dit que ça
sympa justement d'avoir un mode spécial pour s'entraîner là-dessus. Donc au final, il y a 10 descentes et qui sont de plus en plus difficiles. Et le but du jeu, c'est de faire le meilleur temps. Donc c'est très simple. C'est quelque chose qu'on avait commencé à expérimenter à l'été 2013 et que nous, on trouvait sympa en interne, essayer de faire le meilleur temps. On trouvait ça sympa. Donc là, on s'est dit, bon, on peut le proposer aux joueurs. Je pense ça peut être un truc qui peut permettre de jouer sur une petite partie de 10 minutes quand on n'a pas forcément le temps de faire une grande course. Voilà, donc vous pourrez découvrir ça, c'est tout nouveau pour cette année et vous pourrez tenter de battre les records. Et donc c'est une sorte d'entraînement à la descente, il y aura un classement associé? Alors, je vais répondre en même temps à une autre question, c'est qu'il n'y a pas de online cette année dans le jeu, donc non, il n'y a pas de classement associé. Donc là pour l'instant, il faudra pour partager les scores, à l'ancienne, prendre des photos entre guillemets de son écran et se les partager sur les forums, mais on n'a pas mis de leaderboard associé au mode descente. Ah ben, mais d'un autre côté, même s'il n'y a pas de online, on avait sur les éditions précédentes les classements de ceux qui gagnaient le plus de tours de 21 étapes, les meilleurs temps réalisés en chrono, etc. Alors ça, ils sont disponibles sur Xbox One, on les retrouvera via ce qu'ils appellent les Eurostats. C'est un système qui est mis en place par Microsoft qui permet de savoir combien de Tours de France ont été gagnés. Je sais plus, il y a différentes choses encore, je sais plus tout en tête. Mais ça, c'est disponible pour Xbox One. Par contre, sur la version PlayStation, on a enlevé les leaderboards pour deux raisons. C'est que ça nous posait beaucoup de problèmes pour la sortie du jeu parce pour la validation des leaderboards, c'est quelque chose qui prend pas mal de ressources, qui nous paraissait pas être un mode à nos yeux, qui nous paraissait pas être le cœur du jeu. Et donc on a préféré ne pas le remettre cette année. Sachant qu'on a découvert aussi quelque chose, c'est que les leaderboards entre différentes plateformes, notamment par exemple pour les temps des chronos, ne sont pas forcément comparables. Comparer le temps d'un chrono sur PS4 et le temps d'un chrono sur PS3, il y a des différences. Et donc on s'est dit qu'à partir du moment où c'est pas comparable entre plateformes, c'était quand même assez embêtant. Donc là, cette année, on a préféré s'en séparer pour essayer d'y repenser d'une manière différente pour l'année prochaine. D'accord. Alors maintenant que tu as abordé ce mode défi descente, est-ce qu'il y aura d'autres modes? On retrouvera les modes habituels multijoueurs en local, donc en écran splitté, que ce soit en coopération ou en versus, ça, on les a gardés. On aura aussi un échauffement, comme l'année dernière, qui permettra de prendre le jeu en main. Donc pour les gens qui connaissent, forcément ça n'aura pas un grand intérêt. Par contre, pour ceux qui découvrent, qui veulent avoir quelques petits conseils comme ça avant de commencer la première partie, bon, c'est toujours mieux, ça prend à peine 10 minutes, mais au moins on peut partir dans son premier Tour de France sans découvrir des choses au fur et à mesure. Oui, c'était le mode qui permettait de reconnaître certaines portions d'étapes. Non, ça c'est bon. l'échauffement, c'est un mode en 10 minutes qui permet de... Ah, le tutoriel? D'apprendre des contrôles, c'est le tutoriel, voilà, oui. Ah, ce sera que pour notre équipe, là on n'a pas changé le fonctionnement. D'accord. Ça n'a pas bougé. Après, je voulais aborder, juste pour finir ce mode de jeu Tour de France, les licences alors des équipes, vous en êtes où? Est-ce qu'on aura de bonnes surprises du genre la BMC en rouge, etc. Eh bien, je vais pas faire de fausses joies, il n'y a pas de surprise spéciale, sauf une qui est plutôt mauvaise puisqu'il y a une équipe où on n'a pas réussi à avoir la licence, il s'agit d'Europecar. On n'a pas eu de réponse tout simplement, c'est-à-dire qu'au niveau processus, on a la licence avec la IGCP, c'est eux qui gèrent en partie pour faire simple, qui gèrent les droits des équipes, on traite avec eux pour pouvoir utiliser les équipes et après on doit traiter avec chaque équipe. D'accord. BMC c'est simple, on leur envoie le même formulaire qu'à toutes les équipes pour savoir si on peut utiliser leur maillot, leur nom et le nom des coureurs. On n'a pas de réponse, ils ne nous répondent même pas. Et cette année, on a le même cas avec Europcar où on n'a pas eu de réponse du tout. Donc, quand on n'a pas de réponse, on peut pas utiliser. Donc là, le seul espoir qu'on ait, c'est que Europcar nous réponde dans les semaines qui viennent et on essaiera de faire quelque chose pour remettre le maillot et tout. Parce qu'après, comme je disais, comme aujourd'hui même, on est en train de faire les masters, donc les versions finales du jeu, c'est un peu compliqué de revenir en arrière. Mais comme c'est des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, si vraiment pour une équipe, je pense qu'on essaierait de faire le maximum pour rechanger les données. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pour nous en
interne la mauvaise nouvelle, on a vraiment attendu le dernier moment. On les a enlevés du jeu hier. Jusqu'à hier, on espérait une réponse, ils nous ont toujours répondu. Cette année, ils nous ont pas répondu, je sais pas pourquoi. On n'arrive pas à avoir de contact, on les a contactés par mail, par téléphone, par fax, on n'y arrive pas. Donc voilà, je sais que nous on est déçus, je sais que les joueurs vont être déçus. Mais en l'état actuel des choses, ils seront présents quand même comme la BMC, avec un maillot fictif? Voilà, de la même manière, par contre, il y aura une équipe et on pourra renommer les coureurs. Pour ceux D'accord. qui veulent renommer les coureurs et avoir les vrais noms, ils peuvent renommer les coureurs. Ok. Mais oui, non, on est hyper déçus. Disons que ça fait très longtemps qu'on travaille avec eux, on n'a jamais eu de soucis comme ça. Alors après, ils ont peut-être des problèmes en interne, je leur jette pas la pierre, peut-être qu'ils ont des raisons de leur côté, mais autant BMC, on va dire, ils nous snobent, ça on le sait depuis longtemps en fait, mais Europcar, c'est très étonnant de leur part, donc voilà, c'est À suivre. un petit peu le petit souci. D'accord. À suivre, voilà. Donc, et s'ils nous entendent, répondez-nous vite, on pourra peut-être faire quelque chose. D'accord, à bon entendeur, effectivement. Voilà. Alors, Patatras, concernant un petit peu, si tu peux nous parler de certaines améliorations graphiques éventuelles qu'il y aura eu en termes de décor, d'animation. Je t'avais déjà dit que les animations, j'en trouvais certaines un peu bizarres, du genre des sprints en montagne, etc. Que peux-tu nous dire sur les améliorations graphiques? Alors, d'un point de vue graphique, il faut tout de suite distinguer la PS3 des autres plateformes. La PS3, on n'a pas fait d'efforts supplémentaires. Les améliorations graphiques, elles concernent surtout la next-gen, où on s'est surtout concentré sur l'ambiance cette année. On a refait toute la foule en montagne pour vraiment avoir une foule qui s'avance sur la route. Ah, comme sur le 2012 un peu, ouais. Et qui s'écarte sur notre passage. On a aussi travaillé on a rajouté quelques petits détails qui manquaient, comme les dossards pour les versions next-gen. Ouais. On a aussi les noms sur la route, les tags, qui rajoutent pas mal de choses au niveau ambiance. Donc quand on est en montagne, on peut voir les noms inscrits sur la route. Et sinon, en termes d'animation, il n'y a pas eu de refonte majeure. On a pris les retours, par exemple le retour que tu évoquais sur les attaques, les animes un peu bizarres. On a modifié quelques animes, on en a rajouté quelques nouvelles. On a fait quelques réglages pour que certaines qui se déclenchaient dans des conditions pas terribles, que ça passe mieux en fait. Mais il n'y a pas une grosse refonte du système d'animation. C'est plutôt du réglage. D'accord. Et en ce qui concerne les maillots nationaux, non, on peut pas, hein, pour des contraintes de temps. Juste contrainte de temps parce que comme je disais, là, le jeu est terminé. Donc si on met les maillots nationaux, ce sera les maillots nationaux de l'année dernière. Et donc on sera plus raccord avec les maillots nationaux au moment où le Tour de France sera lancé. C'est vraiment une question de timing. Effectivement. Après, un petit détail sur le 2012, et je sais que je ne suis pas le seul à penser, il y avait pour les maillots distinctifs certaines équipes qui avaient un short assorti au haut. Pour le maillot à pois, c'était sympathique, ou maillot jaune ou maillot vert. Bref, est-ce que ça c'est revenu ou il n'y a que le haut qui change pour les maillots distinctifs? Non, en fait, il y aura que le haut, il n'y aura pas les cuissards assortis. Disons que c'était pas une feature, c'est qu'il y avait des maillots qui avaient été créés comme ça avec le cuissard directement par la communauté. Et là, on ne fait pas la demande de ces maillots-là pour le moment parce qu'ils ne sont pas officiels et comme c'est à la discrétion des équipes de faire ces cuissards ou non, Ouais, on s'est concentré de rester sur l'officiel avec les cuissards officiels et les maillots officiels. d'accord. Bon, c'est dommage, il y a quelques couleurs qui s'assortissent mal, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Oui, je suis d'accord, il y avait certaines choses qui étaient plus jolies avec le cuissard assorti. En ce qui concerne maintenant le gameplay, une question bien importante et qui va de pair avec le niveau de difficulté entre guillemets, est-ce que tu n'étais pas sans savoir que quand on mettait l'oreillette en pleine descente, ça nous permettait de passer des virages à fond la caisse et ça pouvait fausser un peu des résultats. Moi c'est comme ça aussi que j'ai pu gagner certains tours avec des outsiders très mal notés. Eh bien, c'est corrigé. Tout simplement, il ne sera plus possible d'utiliser l'oreillette dans les virages. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais disons que c'est vrai que quand tu es passé dans nos locaux, on a pu en discuter et on ne pensait pas que c'était autant exploité par les joueurs. Alors je ne veux pas parler au nom des autres. Mais donc du coup maintenant quand on sera dans une zone où la trajectoire est rouge, on ne pourra pas ouvrir l'oreillette. D'accord. Donc c'est aussi simple que ça, ce sera indiqué dans l'interface que l'oreillette est inaccessible à ce moment-là.
Autre petit truc et astuce qu'on a découvert, et là je sais que je ne suis pas le seul à l'utiliser, c'est pour les sprints massifs qui ont souvent été délicats à gérer, hein, que ce soit sur le 2012, 2013, 2014. Là, sur le 2014, on avait la possibilité d'utiliser un ravitaillement vert ou rouge dans le final, à 2 km de l'arrivée. Et là, on pouvait cramer complètement toutes nos barres. C'est pas grave, tant que le ravitaillement faisait effet, on avait de la puissance et on se retrouvait à pouvoir gagner des sprints avec des 72, 73 en sprint, quoi. Et donc bah là c'est pareil, ça a été corrigé aussi. Quand on prend un ravitaillement, maintenant on peut plus attaquer tout simplement. Ah d'accord. Donc les ravitaillements, il y aura des nouveaux ravitaillements cette année. Ils sont un petit peu différents, donc il faudra les redécouvrir, mais voilà, maintenant quand un coureur se ravitaille, bah, il met la main à la poche, donc il s'assoit sur la selle et donc il ne peut pas attaquer, tout simplement. Et on peut quand même gagner des sprints, parce que moi j'avais du mal, hein, sur le 2012 et le 2013. Alors on peut toujours gagner des sprints, enfin nous il n'y a pas de souci pour en gagner. Après c'est vrai que pour les gens qui ont du mal, ça va peut-être les handicaper un petit peu plus parce que ça rend le jeu un petit peu plus difficile, je te l'accorde. Et les Mais trajets, je pense que tu vas trouver un power-up qui devrait arriver quand même à t'aider. d'accord. On l'avait évoqué aussi lors de la journée de playtest et j'avais vu que ça avait été amélioré. Souvent dans les fins d'étapes sinueuses et où on arrive massivement pour un sprint, j'arrêtais pas de me cogner contre les barrières avec la gestion des trajectoires et j'ai cru avoir vu pendant la journée de test que ça avait été amélioré aussi. Alors on a fait beaucoup de travail dessus, ça a été amélioré, mais pas autant qu'on le voudrait, autant être honnête, hein. Il y a encore, je pense, des gens qui vont pas forcément être satisfaits. Par contre, on a vraiment fait le maximum, mais il y a vraiment des choses très complexes à mettre en place. On a amélioré les choses. Je pense que c'est mieux que l'an dernier. On a moins de problèmes on ne se fait pas éjecter comme avant. En fait, on arrive à peu près à suivre les coureurs, mais c'est vrai que des fois, l'IA a tendance à arriver à couper un tout petit peu mieux que nous les virages. D'accord. Ce qui provoque un petit décalage, mais ça n'empêche pas de suivre et d'être dans le peloton. Bon, ben, on verra sur place effectivement. Sinon, je voulais aussi évoquer le problème, entre guillemets, dont je t'avais déjà fait part lors de la journée de playtest, de la gestion des coéquipiers, en particulier quand on leur demande de nous protéger. J'avais trouvé que sur le 2014, ils avaient tendance limite à nous gêner, à nous freiner par moments. Qu'avez-vous pu faire sur ce point-là? Et bien ça, on a bien entendu ta requête, mais par contre, on n'a pas réussi à le corriger, parce que tout simplement, c'est un problème beaucoup plus profond de placement de coureurs. Comment faire simple, c'est-à-dire que le placement des coureurs dans le peloton, il est régi par certaines règles, et toucher à ça, ça pose pas mal